proie à une recrudescence des conflits armés. La décision a été prise mercredi lors du sommet tenu à Harare, capitale du Zimbabwe. Pour renouveler ce mandat, la SADC a exprimé sa préoccupation face à la montée des violences et a réitéré son soutien au gouvernement congolais dans ses efforts pour restaurer une paix durable selon le comité officiel de la Réunion. Créée en décembre 2023, la Samir RDC a pour mission d'assister la RDC dans la gestion de l'instabilité causée par la résurgence des groupes armés dans l'est du pays. Le principal groupe armé est le mouvement du 23 mars appuyé par le Rwanda selon Kinshasa, les Nations Unies et plusieurs chancelleries occidentales. Des accusations rejetées par Kigali. Un cessez-le-feu avait été conclu le 4 août 2024 sous la médiation de l'Angola entre la RDC et le Rwanda, mais ce dernier est régulièrement violé. Le groupe rebelle s'est emparé de plusieurs territoires de la province du Nord Kivu, riche en minéraux. Alors, Adrien Zawadi, qu'est-ce que vous en pensez? La SADC va rester en République démocratique du Congo jusqu'en novembre 2025. C'est une très très bonne chose, madame, parce que rappelez-vous que nous avions souhaité que, au lieu de faire appel à l'Ouganda, de faire appel aux forces, confiance aux forces de l'Ouganda, ougandaises, qu'il était important que notre pays puisse rééditer l'expérience de la SADC. Et effectivement, on l'a fait évidemment avec retard. La SADC est arrivée. Si la SADC prolonge encore d'une année, c'est une très bonne chose, mais il est question de se poser, depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que la RDC n'a pas perdu des localités? Bien sûr que oui, parce que, rappelez-vous que Walikale est tombé sous le contrôle du M23 pendant que ces forces étaient là. Est-ce qu'on peut dire que le fait qu'il y a un peu d'accalmie, c'est un signe que c'est un des résultats de la présence de la SADC? Oui et non, parce que de l'autre côté, il y a un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu parfois respecté unilatéralement par le FARDC, mais tout simplement bafoué par les mouvements rebelles. Donc je crois que prolonger c'est une bonne chose, mais il faut que les effets de la présence de la SADC soient ressentis par nous, la population. Il ne faut pas que ça soit des effets politiques, il faut que ça soit des effets dont les conséquences sont vécues par la population. Je veux dire par exemple qu'ils reprennent certaines localités déjà prises par les M23, ça serait une bonne chose, et comme ça les populations qui sont cantonnées dans les camps, qui souffrent dans les camps, puissent rentrer dans ces quartiers qui sont... Mais c'est justement ça la question. Vous êtes également une population vivant en République démocratique du Congo. Est-ce que les Congolais ressentent justement la présence de cette SADC depuis qu'elle existe? Non, justement. Non, madame, on ne sent pas leur présence. C'est ça que je dis. Je pense que c'est une présence politique, mais sur le terrain, on ne voit pas les résultats de cette force-là. C'est une grande force, c'est une très très grande force, et je ne vois pas comment les M23 puissent résister à une grande force comme les forces de la SADC. Ce qu'on attendait de la présence de la SADC, c'est que dès qu'ils sont là, qu'ils annoncent une offensive qui permette à nos populations, à nos compatriotes qui sont dans les camps, qui sont concentrés dans les camps, qui sont en train de pâtir, de souffrir dans les camps, les enfants et les femmes et tous ça, les vieillards qui sont dans les camps, qui puissent regagner leur milieu de vie ordinaire. Mais ils sont là, on a comme l'impression que c'est une MONUSCO bis, mais bon, disons, ils ont les bénéfices du doute en disant peut-être que pendant qu'ils sont là, c'était d'abord s'adapter au terrain, s'adapter au contexte géopolitique, géosocial, et puis après, peut-être que cette deuxième année sera cette année de prolongation sera une année de décision, une année d'offensive pour reprendre Est-ce que c'est pas long, prendre toute une année pour étudier juste la position géostratégique? Entre-temps, les gens sont en train de mourir. C'est ça justement, je ne suis pas un expert militaire, mais je ne peux qu'analyser les faits tels que je le vois. Et c'est ça, ma crainte, c'est de dire, est-ce qu'on n'a pas remplacé Saint-Pierre par Saint-Paul? Est-ce qu'on n'a pas fait partir la MONUSCO
pour ramener une force de la SADC qui va se pavaner dans l'observation, dans le tourisme permanent. Donc, je crois, mais moi, je fais plus confiance à cette force que la force de la MONUSCO. Maintenant, il faut que nous fassions pression pour qu'elle agisse, qu'elle ne reste pas là comme la force de l'EAC qu'on a vu, la force de la MONUSCO qu'on a vu, qu'elle agisse et que nos compatriotes en souffrance permanente et qui a trop duré puissent rentrer dans leur village et qu'ils puissent cultiver les haricots. Maintenant, aujourd'hui, nous n'avons pas assez à manger parce que tous ces gens-là qui cultivaient les haricots dans les montagnes de Massissi, les patates douces et les pommes de terre ne cultivent plus. Et donc, on a moins de main d'œuvre maintenant et il faut que cela cesse. C'est tout ce que nous voulons. Sinon, une présence militaire, vraiment une grande présence militaire, sans impact sur le terrain, sur le front militaire, pour nous, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu, il faut que ça change. Mais que doit faire la République démocratique du Congo pour que cette fois-là, ça soit la bonne, que la SADC fasse son travail? Parce qu'on dit qu'elle est là pour la stabilité en République démocratique du Congo. Depuis 5 ans ou 6 ans, on nous casse les oreilles en disant il y a une diplomatie agissante. Notre diplomatie est une diplomatie agissante. Mais nous sommes navrés parfois de voir que les faits sont têtus. Et les faits, quand ils arrivent, cette diplomatie agissante, on ne sent plus les résultats. D'abord que on ne sait pas les conventions entre la RDC et les troupes de la SADC. Qu'est-ce qu'ils se sont convenus? Est-ce que seulement une présence sans action ou c'est une présence avec action offensive? Ça, il faut qu'on les sache. Et c'est ça, si on les savait, on pouvait faire la pression sur le gouvernement pour que les termes de leur clause soient respectés. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont convenus. Est-ce que c'est une présence dissuasive, comme on dit, ou c'est une présence agissante des forces de la SADC? Deuxième fait têtu, c'est de voir que justement, encore une fois, l'Union européenne vient de donner des millions de dollars. 20 millions de dollars. 20 millions de dollars au Rwanda pour soi-disant renforcer la présence militaire rwandaise au Mozambique. Mais on sait très très bien que cet argent-là n'ira pas au Mozambique. Et s'il y aura une petite partie qui ira au Mozambique, la grande partie sera destinée tout simplement à agresser les forces du M23 pour qu'ils puissent nous attaquer. Et donc, les analyses de la rue, les analyses de certaines personnes pensent que les Rwandais a tout intérêt de relancer les fronts, pour reprendre Goma avant que Donald Trump ne prenne le pouvoir. Bon, ça, c'est discutable, mais voyez-vous. Donc, quand les faits arrivent, on se pose maintenant la question, la diplomatie agissante de la RDC, c'est laquelle? Maintenant, on prolonge les mandats des forces de la SADC pour une année. A-t-on évalué déjà leur premier instant qui sont ici? Est-ce qu'on a évalué pour dire on va améliorer ceci, on va faire ceci, on va faire... Mais c'est une présence... Mais qui devrait faire cette évaluation? La République démocratique du Congo, la SADC, qui devrait en prendre? La République démocratique du Congo devrait demander à la SADC d'évaluer cette présence-là sur base des termes des conventions qu'ils ont tenues ensemble. Et maintenant, regardez si... Est-ce qu'avec la présence des forces de la SADC, la population congolaise du Nord Kivu particulièrement commence à reprendre la paix? Parce qu'il ne suffit pas de garder la ligne de front en disant bon, on garde de la défensive ici, ils ne vont pas traverser, ils vont pas dépasser cette ligne ici et dire voilà, c'est tout ce qu'on peut attribuer à la présence de cette force-là. Non. Je pense que notre gouvernement doit être beaucoup plus réaliste. Et après, bon, ça crée beaucoup de débats. Pourquoi on va continuer? Et il y a beaucoup de questions qui se posent autour de tout ça. La présence de la force de la SADC est nécessaire pour moi, je répète, mais il faut qu'on sente que cette force est nécessaire parce qu'elle aura agi pour que nos populations regagnent leur village de vie et qu'ils commencent à vivre comme tout citoyen normal sur leur territoire. Merci beaucoup. Alors, Tchekourou Moudossa, vous êtes cadre du parti politique SID. Bienvenue à ces studios. Merci pour l'invitation, madame. Je salue les débatteurs avec qui nous sommes dans ce studio. Je salue aussi les auditeurs.
Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler de cette prorogation d'une année de la mission de la SADC en RDC. Est-ce que c'était encore opportun que cette mission reste en République démocratique du Congo jusqu'en novembre de l'année prochaine? Madame, il y a à boire et à manger dans cette situation à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on mange? C'est vrai que par tâtonnement, M. Félix a commencé par l'EAC, ça n'a pas tenu. Il a fait recours à la SADC. Nous avons salué ça parce qu'on avait condamné le fait de nous avoir amenés à l'EAC alors que le Congo n'est pas un pays d'Afrique de l'Est. Mais quand nous avons appris que c'est désormais la SADC, au début là, nous avons salué. Mais la SADC aussi, je crois, vous avez suivi des déclarations. Arrivé sur terrain, la SADC s'est rencontrée en train de se battre avec les groupes armés congolais, les Tohi-Bohi, quoi. Donc, c'est-à-dire, il y a la SADC qui est invitée. Mais autour de la SADC, il y a les FRDC, il y a les Wazalendo, il y a d'autres groupes armés. Alors, la SADC se demande, nous allons combattre aux côtés des FRDC, aux côtés des Wazalendo, pour mettre en déroute le M23. Je pense qu'il y avait une erreur tactique. Avant d'inviter la SADC, il fallait se rassurer qu'on tienne compte seulement de la force des FRDC. Parce qu'un groupe, une armée comme la SADC, ne peut pas venir se battre, combattre le M23, combattre le Rwanda aux côtés des groupes armés. Ça, c'était de l'irresponsabilité. Et voilà, pour moi, je pense que c'est ça la raison pour laquelle mon aîné Adrien a fustigé l'inefficacité de la SADC, à peu près comme celle de la MONUSCO, des groupes de la MONUSCO. Mais pour la SADC, ils ont montré qu'ils seraient irresponsables de mener des offensives dans un environnement désordonné comme ça, où pilulent les groupes armés. Je pense que le fait... C'est justement pour ça qu'ils sont là, parce qu'il y a du désordre avec tous ces groupes armés. Vous ne pensez pas que c'était si logique qu'ils soient là? Oui, mais vous connaissez la Libye du Rwanda, qui se plaint, qui dit que notre gouvernement utilise les FDLR, utiliserait les FDLR, ainsi de suite. C'est la Libye du Rwanda. Mais pourquoi nous avons accepté de tomber dans ce piège-là du Rwanda pour que le Rwanda continue à nous attaquer? Moi, je pense avoir pris comme soutien les Wazalendo n'était pas une bonne chose. Je n'ai rien contre les Wazalendo. Mais moi, je pense que nous payons nos impôts, nous payons nos taxes pour que les FRDC soient appuyés. Mais comment on peut abandonner l'armée nationale congolaise pour focaliser sur des groupes armés afin de donner encore de la Libye au Rwanda? Et c'est dans ce contexte-là que les forces de la SADC ne parviennent pas à combattre. Voilà ce que moi je pense. Moi je crois que la SADC, le fait d'avoir coopérer avec la SADC, c'est une bonne chose. Mais le fait de n'avoir pas à assainir l'environnement dans lequel la SADC viendrait combattre, c'est une erreur. Mais comment la RDC pouvait-elle assainir cet environnement alors qu'elle-même elle n'y arrive pas? Vous ne pensez pas que c'est justement pour ça qu'elle fait appel à d'autres? Non, la guerre au Nord Kivu, c'est politique, vous le savez. Vous savez que des militaires qui sont envoyés au Nord Kivu pour combattre, ils font la fête. Ils font la fête, c'est-à-dire quoi? Ils font la fête, leurs familles sont réjouies, notre papa est envoyé au Nord Kivu. Est-ce que vous avez des preuves d'essai que vous avancez comme allégation? Mais allez à Goma. Les militaires congolais vont justement... Vous êtes journaliste d'investigation aussi. La guerre allez à Goma, vous allez voir combien de généraux se trouvent à Goma. Des vingtaines dans une ville. C'est pas les généraux qui sont au front, qui sont envoyés au front. Oui, mais vous voyez, c'est ça le problème de l'unité des commandements. Moi, je ne suis pas expert militaire, mais même un petit enfant peut voir qu'il y a du désordre dans la guerre au Nord Kivu.
vous-même, vous pouvez vous imaginer. Comment dans un milieu où nous avons 60 000 Wazalendo, la fois passée, j'ai suivi que le gouvernement envoie 300 000 $ chaque mois pour nourrir 60 000 Wazalendo. Donc 5 $ par Mouzalendo. Et ils sont en train de crier que ça fait maintenant 6 mois qu'ils n'ont pas reçu ça. Donc d'abord, c'était peu, mais aussi, ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas reçu ça. Dans un environnement où il y a au moins 60 000 Wazalendo, il y a plus de 40 000 FRDC. Il y a la force de la SADC. Il y a d'autres groupes armés qui disent qu'ils combattent aussi les M23. Il y a, là, dans cet environnement, il y a au-delà de 200 000 hommes pour combattre. Comment expliquer que pendant plus de 3 ans, on n'est pas encore parvenu à vaincre? C'est parce que il y a des dessous de cartes. Il y a des tireurs de ficelles. Ce n'est pas plus de 3 ans. C'est depuis juin 2022 que les M23 sont là. C'est depuis le 8 mai 2021 que les M23 a tiré la première balle. Après avoir échoué la négociation avec M. Félix Tshisekedi à Kinshasa, ils sont rentrés au Nord Kivu pour commencer la guerre. C'était le 8 mai 2021. Comment expliquer que jusque-là, nous ne parvenons pas à mettre dehors les M23? Mais si Kabila l'a fait en 2013, en 2012, 12 ou 13, il a vaincu les M23 sans beaucoup d'efforts. 2013. Oui, sans beaucoup d'efforts. Je ne dis pas que c'était, nous avions à ce moment-là une armée plus professionnelle que nous l'avons aujourd'hui. Mais il y a seulement un problème de volonté politique et assainir les dessous, les tireurs de ficelles, mettre hors d'état de nuire les tireurs de ficelles qui sont autour de cette guerre, assainir le climat politique, assainir l'environnement. Vous ne pouvez pas envoyer des troupes de la SADC dans un environnement où pilule tout genre de groupes armés, du désordre. Il y a aussi le problème d'unité de commandement. J'ai appris qu'à Goma, dans la seule ville de Goma, il y a plus de 23 généraux. Et alors on ne sait pas qui fait quoi. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver dans les zones contrôlées par les rebelles, les supplétifs du M23, les Rwandais, ils sont en train de tout faire pour montrer que c'est au niveau, c'est dans les zones contrôlées par le gouvernement qu'il y a du désordre. Ils essaient d'installer un peu la calmie pour attirer la sympathie. Au niveau de nos forces, il y a du désordre. De l'autre côté, il y a la calmie. Et tout ça, pourquoi, quand on voit tout ça, on ne peut pas chercher à assainir tout ça, à assainir le climat? Moi, je pense que cette guerre du M23 et tout ça, c'est une guerre politique. Nous ne sommes pas en guerre réellement. Si on était en guerre réellement, on aurait déjà vu l'engagement ferme du gouvernement. Donc, à vous entendre, Tshikuru Mudosa, c'est comme s'il n'y a rien à attendre de cette prorogation qu'on accorde aux forces de la SADC. Non, je pense que chaque fois qu'on proroge, on redéfinit le mandat. Nous n'avons pas entendu quel est le mandat, on a encore défini. Est-ce qu'on a redéfini bien? Est-ce qu'on a augmenté des clauses? Est-ce qu'il y a un avenant qu'ils ont signé? Bon, comme vous n'aviez pas avant, vous n'aviez pas l'autorisation d'utiliser la force. Maintenant, désormais, pour cette prorogation, voici le cadre dans lequel vous allez travailler. On n'a pas entendu. Nous risquons de tourner autour, de faire un cercle vicieux. Donc, le premier mandat risque d'être égal au premier mandat. Nous ne le souhaitons pas, mais nous avons en face un gouvernement qui ne veut pas comprendre et écouter les conseils des autres. Nous avions déjà donné conseil. Nous avions déjà dit, mettons fin à l'état de siège. Parce que finalement, l'état de siège est devenu un endroit où des militaires commencent à s'enrichir au lieu d'aller faire la guerre. Est-ce que c'est pas pour ça que la première ministre est à Goma et au Nord Kivu? Non, moi je pense que la première ministre est à Goma parce qu'il y a un article de la Constitution qui dit qu'on ne peut pas changer la Constitution pendant l'état de siège ou l'état de guerre. Alors, comme on a un plan machiavélique de changer la Constitution, on voudrait maintenant mettre fin à l'état... Ça, je crois. On voudrait maintenant mettre fin à l'état de siège pour permettre
donner le boulevard à M. Félix Tshisekedi de changer la Constitution. Mais il y aura toujours la guerre, non? Même si on met fin à l'état de siège. Vous ne pensez pas? On n'a pas parlé de l'état de guerre, on parle de l'état de siège. Donc quand nous sommes dans l'état de siège, la Constitution prévoit qu'on ne peut pas... La Constitution parle également de La Constitution parle également de l'état des sièges. Nous allons lire cet article d'ailleurs pour l'intérêt de la communauté. Allez-y, Chikuru Mudosa, merci de chuter s'il vous plaît. Oui, pour chuter, je voulais vous dire ceci. Madame Souminois, je soupçonne qu'elle est au Nord Kivu pour actionner la procédure de mettre fin à l'état de siège afin de permettre à M. Félix Tshisekedi de réaliser son plan de changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est ce que moi je pense. Mais quant à la guerre au Nord Kivu, moi je demande que les tireurs de ficelles puissent cesser de tirer les ficelles. Cette guerre ne pouvait pas passer plus de 3 ans comme ça. Cette guerre, c'est une guerre politique. Nous ne sommes pas réellement en guerre. Nous demandons seulement d'appuyer les FARDC, de donner tous les moyens nécessaires pour les FARDC, d'appuyer aussi ces Wazalendo. Le Congo, la République démocratique du Congo, n'a jamais été aussi infiltrée qu'aujourd'hui. La souveraineté de la République démocratique du Congo est aujourd'hui menacée, non seulement menacée, mais hypothéquée. Au Nord Kivu, nous avons les groupes de la SADC. Au Sud Kivu, nous avons les militaires burundais. Aujourd'hui, vous savez bien que toute la plaine de la Ruzizi est dirigée et contrôlée par les Burundis. À l'ouest, nous avons les Mbororo qui ne sont pas congolais. Partout, donc, les armées de tous les pays, il y a plus de 7 armées de pays étrangers qui sont en République démocratique du Congo. Et les FARDC est abandonné. C'est plutôt à la frontière avec le Soudan. Hein? Le Bororo, c'est plutôt à la frontière avec le Soudan, Chikuru. Oui, mais au Maïndombe, il y a aussi des groupes armés étrangers, je pense, si j'ai bonne mémoire, qui viennent bon, je ne me souviens pas bien le pays. Maïndombe. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous voulons que tout cela cesse, qu'on appuie les FARDC. Nous avons encore besoin de notre pays. Nous ne pouvons pas laisser, monsieur Félix, continuer à brader la souveraineté de notre pays jusqu'à ce point. Nous avons besoin de ce pays, nous avons besoin que la guerre se termine, nous avons besoin que le pays se reconstruise. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet, monsieur. Merci beaucoup. Alors, nous allons rappeler aux auditeurs que l'article, il s'agit de l'article 219 de la Constitution qui dit ceci: aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Alors, Passion Katembera, qu'est-ce que vous pensez? C'était encore opportun que la SADC proroge son mandat d'1 année? Qu'est-ce que la République démocratique du Congo va gagner concrètement avec tout ça? Merci madame pour cette parole. Je vous salue, je salue le président honoraire du bureau de coordination de la société civile. Merci. Je salue Chikuru Mudosa et les autres, toute la population de la province de Sud Kivu. Au fait, je ne voudrais pas intervenir parce que j'ai été invité pour le 2e sujet, mais je me rends compte qu'il existe ce qu'on appelle l'insolence coupable. Je vois Chikuru Mudosa de tenir entre ses mains la Constitution, mais dans l'entretemps, il la viole. Il la viole lui-même, alors qu'il est en train de crier tout haut qu'il est en train d'être violé. Dans cette question, madame, il est dit que le candidat président de la République élu et qui prête serment, investi sur base de la même constitution, est appelé président de la République. Et les lois qui l'accompagnent prévoient un titre, les qualificatifs sous lesquels il est appelé, il est désigné. On l'appelle son Excellence, Monsieur le Président de la République. Chikuru Mudosa, lui, ne sait pas que ne pas tenir compte de ça. Lui ne sait pas que ne pas tenir compte de ça est une violation grave de cette même constitution qu'il détient et qu'il prétend défendre injustement, malheureusement.
Je voudrais aussi que tout le monde comprenne. La violation de la Constitution dans tout ça, est-ce que la population peut comprendre où se posent les problèmes, Patient Katembera? Le fait d'abord pour ignorer que le président, que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est le président de la République. Parce que dans tout ce qu'il a dit, il a évoqué, il parle de messier, comme si on parlait d'un simple messier, alors qu'on parlait du garant de la nation. On parlait de celui qui doit être désigné à juste titre, tel que le prévoit cette constitution qu'il détient. La constitution prévoit que, après avoir été démocratiquement élu, investi et après avoir prêté serment, on est appelé président de la République. C'est-à-dire, on quitte seulement l'appellation simple de messier, on va vers son Excellence Monsieur le Président de la République. C'est de l'éducation. Ça, c'est une violation de la Constitution. Mais oui, lorsque vous n'avez pas appliqué un seul article de cette Constitution, vous la violez, madame. Il ne l'a pas appliqué, il viole cette Constitution. Cet article de la Constitution qui dit que si on appelle le Président de la République par messieurs, c'est une violation de la loi. Mais madame, tout ce qui... La Constitution prévoit la manière dont on doit désigner le président de la République. On l'appelle monsieur, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et Chikuru doit désormais s'habituer à ça. La deuxième des choses, s'il te plaît, je vais te lire l'article. La deuxième des choses, c'est de reconnaître que, comme nous l'avons dit, parce que nous avons déjà débattu de cette guerre du Nord Kivu pendant longtemps, sur cette table. Et cette radio nous a toujours aidé à avoir des capacités ou à les transmettre également à la population pour qu'elle nous aide à nous donner ces impressions. Nous avons décrié le fait que cette guerre, effectivement, était hautement politique et que le complot était total. Et par voie de conséquence, il faut que nous puissions nous unir comme un seul homme, abandonner nos divergences politiques, que l'on soit décidé de tel ou tel autre parti, que nous puissions comprendre que nous n'avons que la RDC comme territoire commun, comme patrimoine commun, et que nous devons mettre nos forces ensemble afin de mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui est du reste commun. Et je ne comprends pas quelle peut être cette motivation qui peut amener Chikuru, bien que de l'opposition, à penser que le fait pour les éléments de FRDC de n'avoir pas réussi cette guerre, c'est juste le gouvernement seulement qui a échoué. Parce que cette même constitution, madame, elle prévoit que tout Congolais a l'obligation de faire échec à la guerre d'où qu'elle vienne. C'est cette même constitution qui prévoit ça. Donc, y compris Chikuru Mudosa, on ne doit pas rejeter la seule responsabilité au gouvernement, bien qu'effectivement, les rôles prépondérants lui reviennent. Mais nous devons tous, chacun à son niveau, apporter un plus, afin que nous puissions voir dans quel cadre juguler cette insécurité et mettre fin à la guerre. Et vous ne pensez pas que c'est justement de ça que Chikuru Mudosa parle? Il ne peut pas réfléchir comme vous. C'est la liberté d'opinion, n'est-ce pas, Patient Katembera? La liberté d'opinion, mais le patriotisme avant tout. Cette liberté n'est pas un libertinage où on est permis de tout dire. On va par contre dire, monsieur Chikuru, moi je suis Chikuru, je suis à côté de Patient Katembera, à côté du président de la civile, Adrien, qu'est-ce que nous faisons pour que... Parce que nous trouvons que cette fois-là, le complot est total. On avait qualifié ainsi la première des personnes qui avait dit aux Congolais que c'était un complot total, c'était l'honorable deuxième vice-président du Sénat. Vous avez vu comment on avait transformé le message, comment ses ennemis avaient commencé à crier tout au complot contre la MONUSCO, et ainsi de suite. Et ce n'est pas nous, madame, nous devons nous rappeler que on nous avait... Si on se rappelait de celui qui nous avait appris que les M23 avaient des armes aussi sophistiquées qu'aucun pays au monde ne pouvait avoir, nous devions nous interpeller. Nous devions nous poser la question, comment un groupe de rébellion, un mouvement de rébellion peut détenir des armes sophistiquées? Ce n'est pas un mouvement de rébellion, c'est un mouvement terroriste, Patient Katembera. N'est-ce pas que c'est ce que le chef de l'État dit? Mais le M23 a commencé par la rébellion. Vous savez que c'est le CNDP qui ne sait pas l'origine de M23. Pourquoi c'est appelé M23? C'est parce qu'après avoir été appelé CNDP, au nom des revendications identitaires et de la minorité, on a conclu un contrat et on avait pris une convention avec tous
ceux qui étaient derrière, les SNDP. Et on s'était entendu que, c'était le 23 mars, on s'était entendu qu'il pourrait être mixé et réintégrer l'armée régulière. Quelques temps après, ils se sont résignés, ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes. Et donc, c'est pour dire que ça a commencé d'abord comme un mouvement de rébellion. Ensuite, aujourd'hui, le président de la République, effectivement, nous a dit que ce sont des terroristes. Et nous devons nous unir, nous devons mettre de côté nos divergences pour que nous puissions sauver ce pays. Parce que même vous de l'opposition qui ambitionnez gérer ce pays un jour, vous ne saurez pas les gérer tant qu'il n'est pas unifié. Vous ne saurez pas accéder au pouvoir. Katembera, si je comprends bien, quand le pays est unifié quand tout le monde défend le président de la République. C'est ça, c'est que vous voulez dire en d'autres termes. Non mais madame, nous sommes une nation. Le fait que nous appelez, le fait que chacun soit d'accord que nous sommes une nation, parce que la nation c'est la volonté de vivre ensemble. Nous devons d'abord savoir comment protéger l'intégrité territoriale avant d'entrer dans d'autres sujets, avant d'entrer dans d'autres considérations socio-politiques. Et donc, je ne dis pas, je ne force pas Tshikuru Mudosa à parler du bien du président, bien que même si le président était un saint, l'opposition ne peut pas dire au peuple que c'est un saint. Donc, il a un langage des opposants et je le lui concède, mais je lui demande seulement de respecter cette constitution. Cette constitution donc, soumet tout le monde à un devoir. C'est lui de protéger l'intégrité territoriale et de faire échec à la guerre, d'où qu'elle vienne, cette guerre-là. Je voudrais aussi que il a parlé de l'EAC. Nous appartenons, nous avons signé des traités, nous avons dans notre pays des traités et contrats internationaux, nous devons les respecter. Nous faisons aujourd'hui partie de l'EAC et nous sommes pas majoritairement, mais nous avons un quota. Il y a 9 délégués de la République démocratique du Congo qui siègent aujourd'hui au Parlement de l'EAC. Nous y avons d'ailleurs, au sein de ce Parlement-là, il existe un bureau permanent au sein duquel nous avons un siège, nous, la République démocratique du Congo. Et donc, je ne crois pas que Tshikuru puisse venir ici et dire qu'il ne connaît pas pourquoi on a fait appel à l'EAC, alors que nous-mêmes, nous avons signé, nous appartenons désormais, nous avons 9 parlementaires au sein de l'EAC. Et ça, il doit reconnaître. Donc, nous devons effectivement regretter le fait que les militaires au front, en tout cas jusque-là, il n'y a pas... Parce que nous nous attendons à ce que toute la partie qui est prise en otage soit récupérée. Et tant qu'elle ne sera pas, ou tant qu'elle n'aura pas été récupérée, nous allons toujours nous battre, tous comme Congolais, pour le soutenir et pour que chacun apporte un plus dans la mesure du possible, afin de juguler cette insécurité. Quels sont les enjeux de ces prolongements d'une année de la mission de la SADC quand même Mais les enjeux, c'est toujours donner la chance à la paix, que la paix soit totalement rétablie. Ce sont là les enjeux, il n'y a pas des objectifs. C'est juste pour foudre l'ennemi dehors, pour le mettre hors d'état de nuire. C'est juste pour que ces éléments combattent aux côtés de FARDC, afin que le FARDC se sente renforcé, et être prêt ou multiplier des efforts gagner cette guerre-là. Parce que nous sommes dans une guerre. Tshikuru lui a pensé que nous sommes réellement dans une guerre. Et il ne peut pas faire cette partie-là qui est occupée. Vous-même, vous ne savez pas voyager là-bas. Vous ne savez pas voyager, vous avez peur. Nous sommes dans une guerre. Nous devons prendre conscience. Nous devons savoir comment mettre feu, comment soutenir à la fois les gouvernements et les FARDC afin que nous mettions fin à cette guerre. Merci beaucoup. 09 92 93 82 16 084 30 35 202 93 82 16 084 30 35 225. Ce sont là les deux numéros des téléphones pour ainsi participer à cette émission. Nous sommes en train de parler du prolongement d'une année de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Nous avons Safari Abdul depuis Kadutu qui dit « Bonjour madame, le M23 sont à combien pour être fort? Plus que 5 armées différentes qui sont au Nord Kivu, les Wazalendo, les FARDC, SADC, EAC et MONUSCO. » Alors, Adrien Zawadi, quelles sont les chances que vous accordez à la SADC
pendant ces une année. Et après combien de temps peut-on faire une évaluation de cette mission? Merci beaucoup pour cette préoccupation, mais je voudrais, si vous permettez, prendre une seconde pour... il y a eu un lapsus qui s'est glissé dans le discours de mon ami de l'SID, et je crois qu'il faut, en tant que citoyen congolais, opposant ou pas, il faut mettre les choses au point. Dire que les forces de la SADC ne savent pas combattre parce qu'il y a les Wazalendo, particulièrement aux côtés du FRDC, je pense qu'il faut vraiment nuancer. Parce que nous devons reconnaître que les Wazalendo, c'est la donne qui a tout fait, qui a tout changé dans cette guerre au Nord Kivu. Et les Wazalendo, conformément à la Constitution que lui-même a évoquée, les Wazalendo n'ont fait que respect à l'article, je crois, 65 de la 63 de la Constitution. Et donc, on ne peut pas dire on ne peut pas justifier la présence des Wazalendo comme une des raisons qui fait que les forces de la SADC n'ont pas fait leur rôle. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne sait pas peut-être les gérer? Non. Il y a déjà une coordination. Il y a une coordination des Wazalendo qui est chapeautée par le général Padiri, qui a de l'expérience dans cette histoire de résistance populaire. Et je voudrais dire que les Wazalendo représentent la population civile congolaise qui se donne tout simplement pour la défense de la patrie. Mais Adrien Zawadi, vous ne pensez pas que c'est un peu à ce niveau-là que se pose un peu peut-être la confusion? Comment définir qui est Wazalendo et qui ne l'est pas? Vous suivez par exemple ce qui se passe à Mwenga aujourd'hui. Comment ça se passe? Comment on les contrôle? C'est clair. Comment on les identifie? Tout le monde s'appelle Maïmaï, mais tout le monde n'est pas Maïmaï. Les vrais Maïmaï sont au front. C'est clair. Vous ne pouvez pas vous appeler Muzalendo ici dans la ville de Bukavu ou dans la ville de Goma. Les Wazalendo sont au front. Voilà, c'est clair. Qui n'est pas au front ne peut pas s'appeler Muzalendo. Tout à fait. Il ne faut pas faire de confusion terminologique et linguistique. Les Wazalendo sont au front. Point barre. Les autres qui s'appellent des Wazalendo sont des confusions. Ça, c'est un. De deux. Il ne faut pas oublier que parce que c'est une donne qui n'a pas été pensée préalablement dans la guerre du Rwanda, le Rwanda a essayé de dupliquer les Wazalendo, a essayé de créer d'autres Wazalendo. Souvenez-vous de tous les massacres qu'il y a eu dans la ville de Goma. C'était tout simplement pour essayer de fragiliser ces mouvements, ces résistances populaires des Wazalendo. On tente plusieurs fois de créer des mouvements similaires pour salir cette résistance-là et démontrer aux yeux du monde que les Wazalendo sont, voilà, Mwenga, tous, voilà, c'est tout ça tout simplement. Donc il ne faut pas qu'on tombe dans le piège qui sacrifie les Wazalendo, parce que les vrais Wazalendo sont au front depuis que Bunagana est pris et ils n'ont jamais quitté le front, ils sont là-bas. Les autres sont des duplications pour simplement essayer de salir ces mouvements-là, cette résistance-là. Deuxième nuance que je voulais apporter, il ne faut pas qu'on tombe dans les pièges du Rwanda. Ce n'est pas parce que le Rwanda a dit que les Wazalendo sont des FDLR que nous, les Congolais, nous devons reprendre ces discours-là sur les médias. Et il a fait, moi je crois qu'il faut, comme politiciens congolais, avant d'être politiciens SID, nous sommes d'abord des Congolais. Nous ne pouvons pas reprendre le discours et les justifications du Rwanda pour essayer de... Non, le Rwanda, il n'a qu'à dire ce qu'il dit, mais nous savons que les Wazalendo ne sont pas des FDLR. Ils sont des Congolais. Ouais. Et nous ne pouvons pas nous dire que parce que le Rwanda l'a fait, alors ça justifie... Non, ça ne justifie rien. Le Rwanda, il dit ce qu'il veut, parce que la donne des Wazalendo, c'est une donne qui a bloqué toute sa démarche. Donc, je voulais que ces choses-là soient un peu claires et qu'on dise que la Constitution nous permet, nous, en tant que citoyens, de nous constituer. On peut nous appeler Wazalendo si nous sommes au front. Les autres Wazalendo sont des faux Wazalendo créés de toutes pièces pour tout simplement disqualifier les Wazalendo qui sont au front. Et ça, nous devons tenir et nous devons le défendre, même quand le Rwanda essaie de dire tout ce qu'il dit. Donc, maintenant, quelle est la chance que je donne aux forces de la SADC? La chance, c'est que j'ai dit, il faut revisiter les clauses. Révisiter les clauses, évaluer le premier moment qui vient de passer, voir là où ça n'a pas fonctionné et dire... Ok, maintenant, dans cette année qui vient,
corriger ceci et cela. Mais tant que la donne politique va jouer, tant que l'ombre de la donne politique va continuer à planer sur les enjeux militaires, ça va être compliqué. Mais il est question ici que notre diplomatie agisse, que notre gouvernement tape sur les points, parce que ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit la présence de la SADC ici. Ce n'est pas par les beaux yeux des Congolais. Qui prend en charge notre pays paye les frais. Notre pays, c'est notre pays qui paye les frais. Ce n'est pas gratuit que les pays acceptent d'envoyer leurs citoyens, d'envoyer leurs jeunes ici, mourir ici. Ce n'est pas gratuit. C'est parce qu'il y a des intérêts que ces pays-là tirent dans ce déploiement-là. Et ces intérêts-là, c'est nous qui payons. Et nous payons pourquoi alors? Si nous n'avons pas de résultats. Si les citoyens congolais qui sont cantonnés, qui sont obligés de vivre dans des sachets, dans des camps, ne peuvent pas rentrer, nous payons pourquoi? Nous payons ces forces-là pourquoi? Et donc, je crois que la chance relève de la responsabilité du gouvernement congolais de dire, nous vous payons autant, nous allons payer autant, mais nous voulons aussi tel résultat. Sinon, c'est du théâtre politique. Mais en ces moments-là, comment se comportent les FARDC? Parce que la République démocratique du Congo, apparemment, elle accorde un peu plus d'importance. Je vous dis, madame, aux éléments de la quoi qu'on puisse dire, parce que on en dit beaucoup, je crois que nous avons la meilleure armée du monde. Nous avons la meilleure armée, sauf seulement que la politique a essayé de fragiliser cette armée-là. Parce que vous prenez un militaire américain, vous le mettez dans les mêmes conditions qu'un militaire congolais, il va être pire que ce que nous voyons. Je crois que les FARDC continuent à faire le travail. Mais le problème, c'est cette surpolitisation de l'armée congolaise. La surpolitisation de l'armée congolaise fait qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs têtes de commandement. Il a dit, Tchikourou a dit... Comment la surpolitisation alors que l'armée est censée être apolitique, Adrien Zawadi? L'armée est censée être apolitique, mais aujourd'hui, comment se fait la nomination? Comment se fait la nomination dans l'armée? Pourquoi on n'encadre pas, pourquoi on ne sanctionne pas ceux qui détournent la solde des militaires? Pourquoi? C'est tout ça la politisation. Et tous ces 23 généraux au front, ils font quoi? Moi je pense qu'aujourd'hui, si vous donnez, et l'exemple épatant, l'exemple de Mamadou Ndala épatant, vous donnez le commandement à un officier inférieur, le capitaine et les colonels, ils vont mettre fin à cette guerre-là. Mamadou l'a prouvé, il n'était pas général. Il a pris le commandement comme officier, tout simplement, et il a mis fin à la guerre. Mais vous donnez le commandement à ces généraux qui sont pour la plupart dans le 3e âge, 4e âge, qui ne voient que, demain je peux mourir, donc c'est le moment maintenant d'amasser aussi l'argent. Ils vont faire quelle guerre? Ils vont simplement faire le commerce de la guerre. Et le commerce de la guerre, vous ne gagnerez aucun front. Donc je crois qu'il faut donner le commandement à ces jeunes officiers qui ont besoin encore de se confirmer, qui ont besoin de faire un parcours dans l'échelon militaire, et ils vont nous donner de bons résultats à côté des Wazalendo, bien sûr, et mettre la sanction par rapport à tous ceux qui détournent la solde des militaires. Je me rappelle en 2013, comment Mamadou a gagné la guerre. Il avait ses tactiques. Il a repris tout simplement le téléphone de ses militaires. Il a pris le patriotisme. Et puis le gouvernement est allé payer les militaires au front. Il a amené leurs soldes au front. On leur a amené ça avec la nourriture, des biscuits, des sardines. Tout ça, ils ont eu au front. Quand ils ont eu leur argent, c'était parti et la victoire, nous l'avons eu. Mais aujourd'hui, comment ça se passe? Et donc, il y a beaucoup de réalités dans l'armée, mais nous avons la meilleure armée. Nous avons la meilleure armée parce que nos militaires, si vous les mettez dans des conditions, ne fût-ce que quelques semaines, vous les mettez dans des conditions où ils sont rassurés psychologiquement, rassurés financièrement, la poche, la maman, les enfants ne sont rassurés. Pas... Vous allez voir les résultats et des merveilles. Alors, à partir de quel instant pouvons-nous faire une évaluation à mi-parcours de cette mission de la SADC? C'est la faiblesse fonctionnelle de notre gouvernement. C'est la faiblesse fonctionnelle de notre gouvernement. On ne sait pas où est l'intérêt. Vous invitez les gens. On a invité l'EAC ici.
Après, c'est par les cris de la population que le gouvernement s'est avisé. L'EAC ne fait plus le travail. On a vu les militaires de l'EAC commencer à planter les arbres au Nord Kivu. On ne les a pas appelés pour planter les arbres. Les Congolais sont là pour planter les arbres. Donc, on fait des choses, mais le gouvernement ne fait pas le suivi des choses qu'il a fait. Même regardez dans les contrats des infrastructures. On donne des marchés aux gens, mais on ne fait pas le suivi, on ne voit pas la qualité du travail qui est en train d'être fait par rapport à ce que nous payons. À la fin, on se contente d'un travail à moitié accompli. On voit tout simplement, par exemple, la route est noire par un goudron, mais on ne sait pas la qualité de ce goudron-là. Et au bout de quelques mois, c'est parti, c'est volatilisé. Donc, la faiblesse de notre gouvernement, c'est le suivi des accords, le suivi des proximités. Ensuite, qui on met dans cette histoire-là? Souvent, on met des gens qui ne maîtrisent rien du contexte général, qui ne maîtrisent rien de la géographie du milieu où on agit, et à la fin, bon, ils se contentent, ils sont des mercenaires. Cessons d'être des mercenaires dans notre propre pays. Quand nous allons cesser d'être des mercenaires dans notre propre pays, nous allons devenir des citoyens à part entière, et nous allons changer ce pays. Sinon, on va continuer à observer, à assister à cette théâtralisation des aspects militaires, alors qu'il n'y a pas de théâtre à faire dans l'armée. Il n'y a pas de théâtre, il faut frapper ou être frappé. Voilà. Alors nous allons lire pour l'intérêt de tout le monde l'article 63 de la Constitution qu'a relevé Adrien Zawadi qui dit ceci: tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Chikuru Mudosa, quelle chance accordez-vous à cette une année de plus qu'on accorde à la mission de la SADC en République démocratique du Congo? Madame, tant que l'environnement n'est pas assaini, je n'accorde aucune chance. Il faut d'abord assainir l'environnement. Vous venez de lire l'article 63. Et qui devrait assainir cet environnement? Le gouvernement. Bien sûr, c'est le gouvernement. Vous n'avez pas lu l'alinéa qui dit ceci: un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Ça signifie qu'il ne s'agit pas de que tout Congolais fasse ses devoirs pour défendre l'intégrité sans être formé. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller au front pour commencer à combattre pour le pays, non. Donc, le deuxième alinéa a prévu comment encadrer cet article 63-là. Et c'est ce que moi je déplore. Je crois que l'aîné Adrien ne m'a pas bien compris. J'ai dit ceci: pour nous, les Wazalendo, c'est une bonne chose. Ils combattent à nos côtés, ils appliquent l'article 63 de la Constitution. Ça, c'est selon nous. Mais, lorsque vous invitez des groupes de l'armée étrangère, de la SADC, ne les mettez pas dans une confusion où ils ne savent pas qui est Muzalendo, qui est FRDC, qui est MONUSCO, une confusion totale. Voilà pourquoi, au lieu de combattre, ils ont commencé à planter les arbres. Comme ça, c'est l'EAC qui plantait les arbres. Il a parlé de la SADC aussi. Non, c'est l'EAC. Ok, d'accord. Donc, c'est ça. Moi, j'ai voulu dire ceci. Les Wazalendo sont là dans un cadre bien précis. RAD, réserve armée de la défense. Et ils devraient d'abord être contrôlés, formés et intégrés dans l'armée pendant un temps, et après la guerre, ils rentrent dans leur site de ce qu'on appelle réserve armée de la défense. Mais qu'est-ce qui se passe au Nord Kivu? Ce qui se passe, c'est que n'importe qui peut dire que je suis Muzalendo et il part au front. Adrien Zawadi a dit que les vrais Wazalendo sont au front. On ne trouve pas les Wazalendo à Goma quand même. En principe, on ne devrait pas trouver des Wazalendo à Goma. Oui, ça c'est en principe. Mais ils y sont. On a tué les Wazalendo, on les a massacrés dans une église à Goma. Et pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'ai vu les Wazalendo descendre à Miti. Et ils disent que nous voulons nous rendre au Nord Kivu. Et aujourd'hui, n'importe qui peut se circuler, même ici en ville, avec une arme. Il suffit qu'ils disent qu'il est Muzalendo. C'est ça le désordre dans lequel nous ne pouvons pas. Est-ce qu'il y a possibilité de les... Est-ce qu'ils sont identifiés? C'est ça le problème. Ils ne sont pas identifiés. En tout cas, ils ne sont pas encore identifiés. Parce que RAD a été créé après que la guerre ait commencé.
quand on a constaté qu'il y a eu des volontaires, parce qu'ils savent pourquoi ils combattent, ils n'ont pas besoin de vos soutiens là. Ils n'ont pas besoin qu'on leur... Ils savent qu'ils sont en train de combattre pour leur terre. Mais... Alors, quand on a constaté qu'il y a eu des volontaires qui se sont donnés pour défendre le pays, c'est à ce moment-là qu'on a créé RAD. Mais RAD jusque-là ne fait pas encore bien son travail pour les identifier. Et s'ils ne sont pas, qu'ils soient identifiés ou pas, ça ce n'est pas notre problème. Le problème que je vois là-bas, c'est la crédibilité de notre pays. Et la Libye, nous ne devons pas donner au Rwanda chaque fois des motifs de renforcer sa diplomatie. Quand les Rwandais parlent des FDLR, on l'écoute. Mais quand nous disons que les FDLR n'existent plus, on ne nous écoute pas. Mais est-ce que parce que nous ne sommes pas crédibles. La RDC a dit que les FDLR n'existent plus. Nous savons que les FDLR... Un FDLR qui est venu... combattre au M23 les FDLR, non? Vous connaissez l'accord de Nairobi. Vous dites? La RDC a accepté de combattre ensemble avec le Rwanda les FDLR. N'est-ce pas que vous êtes au courant de l'accord de Nairobi du mois d'août? Non, et c'est ça aussi le piège. On a piégé notre gouvernement en lui disant d'accepter D'ailleurs, le gouvernement n'a même pas dit qu'il va combattre avec le Rwanda, les M23. Le gouvernement s'est engagé à mettre hors d'état de nuire... À neutraliser les FDLR. Ça, c'est grave. Où sont ces FDLR? Donc, en d'autres termes, notre gouvernement a accepté que les FDLR existent. Et pourtant, moi, j'étais là en 1994. Quand les phares sont entrés à Bukavu, partout à l'est ici. À ce moment-là, le plus jeune pouvait avoir 30 ans. Aujourd'hui, 30 ans après, un FDLR, s'il y en a encore, peut avoir quel âge? Mais notre gouvernement a quand même dit que nous nous engageons à traquer les FDLR. Maintenant, en contrepartie, quel est l'engagement auquel on a soumis le Rwanda? Aucun. Donc nous avons accepté que nous soutenons les FDLR. Quelque part, en d'autres termes, c'est ce que nous avons accepté. Et ça, c'est très grave. Et c'est ce que je voulais dire. Lorsque nous nous engageons à inviter des armées étrangères pour combattre à nos côtés, faisons tout pour ne pas donner encore une fois des prétextes au Rwanda. Et voilà pourquoi la SADC ne peut pas combattre même front avec un Mouzalendo. Ce n'est pas possible. La SADC est ici sur invitation du gouvernement congolais. La SADC a besoin de voir qui est le militaire dans les rangs, officiellement, c'est-à-dire FARDC. Mais lorsque autour de la SADC vous mélangez les Wazalendo, vous voulez que la SADC combatte, que l'on puisse lui pointer du doigt. Parce que ne nous cachons pas la face. Le Rwanda a une diplomatie plus agissante que nous. Il suffit que le Rwanda dise que la SADC commence à soutenir avec les FARDC, le gouvernement congolais, les FDLR, parce que pour le Rwanda, les Wazalendo sont des FDLR. Et on l'écoute comme ça. Et quand le Rwanda dit que les Wazalendo sont des FDLR, le monde entier écoute. Quand nous essayons de démentir, le monde entier ne nous écoute pas. Parce que nous ne sommes pas crédibles. Parce que nous n'inspirons pas confiance. Voilà pourquoi, moi j'ai dit tout simplement ceci. Je n'ai rien contre les Wazalendo. Mais j'ai dit ceci. Si les Wazalendo peuvent venir nous soutenir et défendre le pays, qu'ils soient bien identifiés, qu'ils soient enrôlés pendant un temps, qu'on les enrôle, qu'on les forme, on les enrôle dans les FARDC. Et on les dote. Et en ce moment-là, ils seront sous commandement de qui? Des FARDC. À ce moment-là, ils seront... Est-ce que c'est pas... Parce que j'ai même appris que les Wazalendo n'acceptent pas le commandement des FARDC. Et ça, c'est très grave. Comment c'est grave? C'est grave. Mais comment voulez-vous qu'un Mouzalendo accepte le commandement des FARDC? Sinon, il serait déjà enrôlé automatiquement dans la... C'est ça le désordre. On doit avoir un seul commandement au front. On doit avoir un seul commandement au front. Si les Mouzalendo... Vous avez appris qu'il y a même des fois où les Wazalendo et la FARDC se tirent dessus. C'est rentré dedans. Oui. Mais c'est ça le désordre. La logique serait celle-ci. Ceux qui veulent combattre en application de l'article 63 de la Constitution s'identifient. Ils viennent, pas de désordre. Ils viennent. On les enrôle. On les forme. On les dote. Ils viennent combattre aux côtés des FARDC. C'est comme ça.
Et quand nous invitons la force de la SADC, ils trouvent qu'il y a une armée organisée là-bas. Ils combattent aussi à côté de l'armée, mélangés déjà avec les Wazalendo qui ont été préalablement formés. Et après, s'ils veulent maintenant intégrer l'armée, ils intègrent. Mais après la guerre, ils rentrent dans cette structure qu'on appelle RAD. C'est comme ça. Mais lorsque vous invitez l'EAC, arrivé au front, il est confus. Il ne sait pas qui combat qui est commandant ici, qui dirige la guerre, qui est Mouzalendo. Mais est-ce que en invitant la mission de la SADC en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais n'a-t-il pas précisé qu'ici au pays, il y a des réservistes? Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas cette structure. Lorsque la SADC est arrivée, il n'y avait pas de réservistes existaient déjà. C'est le nom qu'on a collé au Maïmaï. Aujourd'hui, au Maïmaï, au Wazalendo. On dit, vous devenez maintenant la réserve armée de la défense, les réservistes. Mais ça n'existait pas. Depuis tout le temps que M. Kabila a dirigé ce pays, on n'avait jamais entendu parler des réserves armées de la défense. Ça n'existait pas. Il y avait des patriotes résistants. Point barre. Et ces patriotes résistants ont fait un travail de titan. Et aujourd'hui, si le pays est encore pays, c'est grâce à ces patriotes. Mais il faut les encadrer parce qu'à un moment donné, ces patriotes commencent à faire des dérapages. Et vous entendez, ils ont déjà érigé aussi des barrières. D'un côté, il y a la barrière des FARDC, de l'autre côté, barrière des résistants, de l'autre côté, et il y a du désordre. Voilà pourquoi je disais ceci, que l'armée, que le gouvernement ne peut pas accepter à n'importe qui, dans un désordre là, dire que, bon, je vais appliquer l'article 63. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et de son intégrité territoriale face à une menace. C'est vrai, mais encadrer ces gens. Vous ne pouvez pas aller à la guerre au front. Il y a un problème d'encadrement. Vous ne pouvez pas aller au front. Vous ne savez pas la guerre c'est quoi. Moi, vous allez m'envoyer au front comment? J'ai besoin de défendre le pays. Mais il faut qu'on m'encadre. C'est pourquoi il fallait d'abord, les identifier, 2, les encadrer, les former et les incorporer au sein de l'armée. Est-ce que vous ne pensez pas que ne pas les identifier peut aussi être incorporé dans la stratégie de guerre? Peut-être. Ah, mais là, n'invitez pas d'autres armées. La SADC ne vient pas. Je vous dis, il n'y a aucune armée au monde qui peut venir combattre aux côtés des FARDC dans un désordre pareil. Merci beaucoup. Alors, passons Katembera. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je voudrais que lui-même est revenu là-dessus. Tout Congolais a le devoir de faire échec à la guerre. D'où qu'elle vienne, je l'ai dit et je ne cesserai jamais de le dire. C'est aussi son devoir. Il faut aussi qu'on comprenne, les Rwandais a toujours prétexté comme motif de nous faire la guerre qu'il vient chercher les FDLR. Et donc... Mais le gouvernement est aussi d'accord, non? S'il vous plaît. Est-ce que c'est la faute du Rwanda? Le gouvernement a accepté de neutraliser les FDLR, Passion Katembera. Effectivement, le gouvernement avait accepté de neutraliser les FDLR, mais malheureusement, le Rwanda, sur les champs, a toujours fait preuve d'une autre chose. Parce que quand le Rwanda soutient les M23 et que l'on pose la question au M23 de quand est-ce qu'il veut, donc de quoi est-ce qu'il veut que l'on fasse, ou de quoi est-ce qu'il est question, le M23 a toujours demandé qu'il ait droit à la terre, qu'il ait droit à l'intégration dans les institutions et dans l'administration publique, qu'il ait droit à tout ce qui existe comme responsabilité dans l'armée et beaucoup d'autres choses, la propriété de la terre. Et donc, nous comprenons que c'est les Rwandais qui demandent ça directement. Plutôt que de dire nous avons l'obligation ou permettez-nous d'aller chercher les FDLR et de les ramener chez nous, ils demandent la terre. Ils demandent qu'ils soient intégrés dans l'administration publique. Ils demandent qu'ils soient intégrés et qu'ils soient responsabilisés au travers des institutions. Et ce n'est pas possible ça. Et donc moi je pense que le fait que nous acceptons d'emprunter le langage du Rwanda, en appelant nos propres frères Wazalendo de FDLR, ça signifie autrement soutenir les Rwandais dans ses revendications contre la République démocratique du Congo. Nous devons reconnaître que ce sont des Congolais qui sont volontaires, qui ont accepté.
Il n'y a personne qui a appelé. S'il vous S'il plaît, te plaît. c'est Passion Katembera. Ce sont des Congolais qui ont accepté de se sacrifier pour la nation. Et nous devons les respecter. Nous ne devons pas les qualifier de FDLR. Ce sont des Congolais à part entière. Ils sont nos frères et nous devons les encourager. Nous devons plutôt faire en sorte qu'ils soient soutenus comme je l'ai dit. Vous-même, vous le dites, je suis d'accord avec vous quelque part. Ils doivent être soutenus. Ils doivent aussi être encadrés. Mais nous ne devons pas tomber dans le piège de l'ennemi. Tomber dans le piège de l'ennemi, c'est de méconnaître les efforts fournis. Tomber dans le piège de l'ennemi, c'est de démobiliser. Parce que lorsqu'on... Passion Katembera, il y a quelqu'un qui appelle. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Nasema hivi. Oui, allez-y, vous êtes en direct de la radio Sven. Sasa vile mko naongea pale. Oui. Nilisha zamani. Jina ni nani papa? Jina ni nani? Ni Ganywa Mulume kutoka Mudaka. Oui, allez-y. Bon, nasema tuanjie tangia RCD. Bon, si wote tulikuwa hapa Bukavu tuliona vitu. Ile mko nasema pale. Mungiwe kama Kabila angalia natumika na PPRD. Na PPRD njo ilileta M23. Njo nkundi. Sasa ile mko nasema pale, ile vita mukisema ase batie justice, aba ministre bote betuko nao batafungiwa. Juba na yua ile vita na njo beliko naifanya. Mama nauliza nasema hivi. Oui. Ba autorite tuko nayo Bukavu ushasikia mwanasema nani juu ya masakre ya Kaniola. Tuanjie kwanza pale. Tuko na bakina nani kule. Ushasikia mwanasema juu ya masakre ya Kaniola. Pale njobie mko naongea munaacha mwizi munyumba mnamutafutia inji. Mama pale jibu haitakuwa. Okay. Umukwege tu njo nalilia batutamuhomba huyu batamuuishi. Namalizia pale mama. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent à partir de Mudaka. Passion Katembera, merci de chuter s'il vous plaît. Oui, j'étais en train de dire que nous devons donc renforcer à travers même la morale nos FRDC sur le terrain. Les soutenir. J'ai vu le président à l'époque nous interpeller, nous conscientiser et que chacun soutienne les FRDC, n'est-ce pas, monsieur le président? Vous nous avez appelés tous, c'est que vous siez, en collaboration avec votre confrère président du Nord Kivu, pour que ne fût-ce qu'un message de soutien pouvait suffire pour que les militaires au front se sentent être soutenus par ses frères congolais. Pour que les FRDC, donc chacun devait apporter un plus à la limite de ses possibilités. Ne fût-ce qu'un message, il fallait reconnaître nos FRDC font du bon travail et nous devons les soutenir. S'il est au front, il sera réconforté. Mais nous ne devons pas emprunter le langage du genre non, il ne faut absolument rien, ils ne sont pas efficaces, ils ne sont pas... Mais mon frère, avez-vous un jour été au front? Avez-vous un jour parlé aux militaires qui sont au front pour comprendre comment ils ont la peur au ventre? Et que nous devons, ils meurent pour nous, ils donnent leur vie pour nous, pour la nation, nous devons les encourager. Déjà, vous n'avez pas accepté d'être militaire. Chaque fois on recrute, vous refusez. Mais quand nos militaires fournissent des efforts pour nous défendre, pour défendre la nation, vous venez dire qu'ils sont faibles, vous venez dire qu'ils ne s'organisent pas. Je voudrais vous informer Est-ce que le gouvernement fait un effort de rendre les FARDC forts, Passion Katembera? C'est aussi ça la question, vous ne pensez pas? Mais comment pouvez-vous penser qu'ils ne fournissent, que le gouvernement ne fournisse? Nous avons eu la loi de la reddition des comptes, vous avez tous suivi, n'est-ce pas? Vous avez suivi, tous nous avons suivi l'évaluation de la loi de reddition des comptes 2024, comment la gestion du budget s'est effectuée. Est-ce que cela augure confiance? Cela vraiment peut pousser les Congolais à dire que le gouvernement accorde beaucoup d'intérêt aux FARDC de la République démocratique du Congo? Mais quand on parle de FARDC, on commence d'abord par le président de la République. Parce que c'est la présidence de la République justement qui a excellé en dépassement budgétaire. Vous avez suivi, non? C'est un secret de Polichinelle, Passion Katembera. Mais les commandants suprêmes des FARDC, c'est qui? Madame, c'est constitutionnel.
Il ne faut pas aussi détacher le président de la République de ses responsabilités quand tu es dans ses fonctions de commandant suprême. Le problème est qu'on ne le prend que comme président, donc dans les responsabilités politiques. C'est pourquoi il doit y avoir des larges dépassements budgétaires à la présidence de la République. Donc quand le président de la République quand il a injecté des fonds dans le secteur militaire, il faut qu'on annonce ça au peuple. Mais ce sont des stratégies. Madame, ce sont des stratégies. Il y a des choses que nous vivons sur le terrain alors que nous n'avons pas été associés au départ. Mais nous les vivons sur le terrain. Nous comprenons que les FARDC ont été dotés, ils ont été soutenus, ils ont été. Mais au départ, on ne nous associe pas parce que l'ennemi risque de sauter sur cette stratégie et de développer la sienne pour nous abattre. Et donc moi je crois qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas facilement comprendre, mais il arrive que quand on est gestionnaire, surtout de la res publica, surtout de l'État congolais, ou d'un espace de l'État congolais, il y a des choses que l'on injecte dans les fonds secrets, dans les secteurs secrets, et que l'on ne peut pas dévoiler à tout le monde ou au public. Mais qu'on déverse dans les fonds secrets ne doit pas être dévoilé en public. Sur base de quel principe, Patient Katembera? Mais je vous dis ceci, effectivement on doit vous le dire, mais pas au préalable. Pas au préalable. Moi je crois que le problème n'est pas là. Le problème est que nous sommes d'accord que nos FARDC combattent, nous devons les soutenir, nous devons les encourager et nous devons aussi réfléchir. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions apporter un plus? Merci beaucoup. Alors 09 92 93 35 225. Avant de prendre le deuxième sujet, nous allons d'abord lire les messages. Nous avons Willy au niveau des brasseries qui dit Jambo dada nilipenda nijue kama constitution jo inatuma atushinde waasi wa M23. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à partir des brasseries. Un autre message qui dit bonjour madame, concernant le sujet, vous me rappelez quelque chose. En 2015, le peuple Mbororo soudanaise, nous les Congolais des pères et des mères, on avait refusé de ne pas laisser entrer chez nous comme Njo ilikuwa plan ya kuongoza inchi ya régime passé. Bali baingiza kabila raia kuita yote ilikuwa mupango ya kuongeza acceleration ya instabilité mu est ya inchi yetu. Kuongeza ile mwaka ni bien kama tunaona mafanikio kutoka kwao, lakini hii vita ni ya ba multinational kwa kuiba mali ya Congo. Njo maana gouvernement yetu njo inapasha kuwa na suivi mu maakor zabo na kutia pression kuma troupe ya SADC bafanye kazi balikuya juu ya nini akuya kuwaka offensive accéléré kungambo ya majeshi yetu mwa ile vita. Gouvernement yetu waache kuwa na mchezo ya kashkash mwa hii yote tunapitia muinchi yetu. Bengi biko kuongozi lakini abiko pamoja na wenye kuongoza justice tu yenye kusimama njo inaweza maliza bile biote. Saïdi Mbouyi, merci beaucoup à Saïdi Mbouyi. Nous avons un autre message. Bonjour Sven, qui a piégé votre gouvernement pour accepter que vous allez combattre les FDLR? Acceptez tout simplement que votre président est faible et je dirais plus faible. Adjou et Ataïko Mounini. Joël depuis Karale. Merci à ceux qui nous suivent depuis Karale. Bonjour madame, je vous suis 5 sur 5. Courage beaucoup. Kwamada, est-ce que Raisi anakuwaka na wa shauri? Tuko na inchi nzuri na mali mingi ila hatuna wanasiasa wenye kukuwa na huruma, wanajua ongoza vyama tu na rushwa, uporaji français, wakati M23 inamaliza watu na wengine wanakuwa na kimbizi. Raisi anaweza jua mtu mwenye aliua baba na mama yake kisha amuite njo rizishe. Est-ce que anamuonesha mali yote? UDPS ilifanya mpiaka mingi ya upinzani lakini hawana matunda. Juu watu wa sau PPRD wanaanza
tukumbusha madamu zenye kumwangika leo. Hakuna amani, maji, moto, mulimo, ufugo, barabara, ungozi wenye wanasaliti mwalimu soda munganga watajua nani. Wanabunge wachangule sheria wakati raisi anamaliza muula yake, anaenda mbele ya wanabunge kwa maulizo na majibu. Wakati ajibie vizuri aliongoza ye, anaenda makala itasaidia mwenye atakuya kufanya kazi bien. Pesa za kujenga inchi zinaisha kuvyama na safari. Wananchi wanagonjwa bwaki, kuteseka mukila kitu. Hakuna Rwanda ni Uganda ni wamoja, ni Bakenga. Merci beaucoup à Bakenga qui a toujours été prolixe. Bonjour Radio Sven. Shida zinakuwa mingi, wapolitisien wetu wasikilie raia huruma, njaa inapita kipimo. Jean-Marie Chifoka. Merci beaucoup à Jean-Marie Chifoka pour ce message. Bonjour Dada, sizani kama vita itaishaka tena muest de la RDC juu ilishaka kuwa njo business ya ba kiongozi ni destin pa kabare. Merci beaucoup. 09 92 93 82 16 084 30 35 225 pour nous contacter et ainsi participer à cette émission. Nous allons prendre Jean-Jacques Pouroussi a déposé ce vendredi 22 novembre le projet budgétaire provincial exercice 2025 au bureau de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. À cet effet, il a également déposé le rapport du projet exécutif du budget exercice 2024 ainsi que le budget rectificatif 2024. Sans préciser les chiffres de ce projet de budget 2025, le gouverneur Pouroussi a relevé que ce projet couvre plusieurs activités telles que le renforcement du genre, l'assainissement, les infrastructures, la rémunération des recettes, la protection des droits humains, la numérisation plutôt, la bancarisation et le processus des guichets uniques. Alors, Adrien Zawadi, le gouverneur qui dépose le budget le 22 novembre, alors que la session parlementaire a commencé le 30 septembre 2025, n'est-ce pas? Il y a un peu de retard. Bon, je crois que je ne me rappelle plus bien si la loi fixe les délais dans lesquels cela devrait être fait. Et, bon, si c'est vrai, je crois qu'il y a un retard, mais il n'est jamais ta première affaire. Mais je suis quand même curieux de savoir le contenu de cette loi, de cette proposition. Parce que depuis son avènement à la tête de notre province, il a fait beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Et il a suscité beaucoup d'espoir dans les chefs de la population. Et je crois qu'au fil du temps, les gens commencent un peu à déchanter. Alors, est-ce que cette proposition va redonner espoir, va confirmer toutes les promesses qu'il a faites depuis qu'il est à la tête de la province? J'espère. Est-ce que parce qu'il a eu tout le temps aussi de comprendre toute la gravité des problèmes de la province du Sud Kivu, il a eu tout le temps de circonscrire, d'analyser, de comprendre le contexte et là où ça sointe au niveau de la province. J'espère que c'est une proposition qui est à la fois aussi conséquente. Sinon, ça sera aussi une signature d'une étape la plus difficile pour lui, c'est-à-dire la signature d'une étape d'émotion. On n'est pas d'accord avec ça, mais si les budgets, c'est une réponse aux besoins de la population, mais qui est chiffrée. C'est ça la proposition. C'est une réponse aux différents besoins de la population, mais qui est chiffré. Alors, s'il y a un seul besoin qui n'est pas pris en compte, ça va créer des remous. Donc, je crois que c'est une bonne chose. C'est un exercice normal dans la session de septembre. C'est un exercice normal. Maintenant, j'ai hâte de lire cette proposition-là et de comprendre les axes importants selon les problèmes que nous connaissons dans cette province, en essayant de différencier justement
de différencier justement les actions du gouvernement central et les actions du gouvernement provincial. Parce que ce que je vois dans les réseaux ici, et je voudrais interpeller à l'occasion M. Katembera, qui est responsable, je crois, de la cellule de communication du gouverneur. Il doit donner des ordres. Il faut qu'il fasse une communication citoyenne. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on amène la population dans les populismes, dans la culture des personnalités. Il faut, quand il y a un projet qui est mené par le gouvernement national, il ne faut pas le confondre à un projet du gouvernement provincial. Il faut que ceux qui communiquent disent clairement que c'est un projet du gouvernement central. Parce que ce que nous lisons dans les réseaux sociaux, c'est un peu, je ne sais pas si c'est pour amadouer, si c'est fait sciemment, mais nous voulons que cette cellule de communication puisse tirer attention sur cette affaire-là. Et qu'ils disent exactement ce qui est fait et à la hauteur, pas commencer à faire les cultes des personnalités, les cultes du gouverneur derrière les projets qui n'est pas lui l'initiateur de ces projets-là. Il faut que, si c'est le projet du gouvernement central, que ça soit fait. Je voulais vraiment profiter de cela. Mais madame, vous allez m'excuser parce que les deux sujets ici, c'est combine. Je voudrais vraiment, pour une fois, j'ai été en désaccord total avec mon ami de l'opposition. Et je crois aussi que nous devons apprendre à faire une opposition citoyenne. L'opposition citoyenne, c'est-à-dire qu'on ne centre pas l'opposition sur un individu, mais on centre l'opposition sur ce que fait cet individu, sa politique, ce qu'il fait. Okay. Et j'ai suivi c'est mon ami ici qui a donné les chiffres ici, que chaque année, le gouvernement central envoie $300 000 à 60 000 Ouazalendo. C'est ça qu'il a dit. Et il a dit que chaque Ouazalendo aurait $5. Bon, il a tiré ces chiffres-là où? Parce que, après il dit, non, ces Ouazalendo ne sont pas identifiés. Ils ne sont pas identifiés, ils ne sont pas connus. Sur base de quoi il a dit ça? Et après, il dit que... Alors, le gouvernement envoie 60 000 Ouazalendo, il a tiré où? C'est ça le désordre. Écoutez-moi, c'est ça le désordre. Écoutez-moi, il faut avoir un peu de cohérence. Vous dites vous-même, vous nous informez, moi et tous les auditeurs, que le gouvernement envoie 300 000 à 60 000 Ouazalendo. Ça signifie que s'il y a 60 000 Ouazalendo, ce n'est pas dans le hasard. Ça signifie que ces 60 000 sont connus. Quelque part. Peut-être que c'est un chiffre fictif. Non, il n'avait qu'à le dire. Il n'avait qu'à le dire, mais il a dit avec précision $300 000 pour 60 000 à raison de $5 de Ouazalendo. Et il dit, il y a 6 mois qu'ils n'ont pas reçu cet argent-là. Et tout d'un coup, il revient dans la deuxième intervention, il dit, non, ils ne sont pas identifiés, il y a un désordre. Je crois que ça, c'est jouer le jeu des ennemis. Parce que il est à la fois, il dit que les Ouazalendo sont identifiés, c'est-à-dire qu'ils sont coordonnés, ils sont organisés, on sait à qui on envoie l'argent. Mais entre-temps, il dit, il y a plusieurs Ouazalendo. C'est-à-dire qu'il reprend le langage des ennemis, il dit que tout ce qui défendent le pays sont des FDLR. C'est-à-dire que... Non, c'est pas vrai. J'ai dit et je précise, tous ceux qui ne sont pas au front ne sont pas des Ouazalendo. Et nous, opposition, société civile, comme gouvernement, nous ne pouvons pas apprêter ces langages-là. On doit les traiter. Mais pourquoi, Adrien Zawadi, pourquoi l'État congolais ne les traque pas, ceux qui ne sont pas au front et qui se qualifient circulent en ville? Voilà, ça c'est un autre problème que nous devons demander au gouvernement de traiter. Mais nous, faisant une opposition citoyenne, faisant une société civile citoyenne, étant des citoyens, nous ne pouvons pas apprêter ce genre de langage quand nous sommes dans les médias. Nous disons les choses, si les Ouazalendo, il y a 60 000, essayons de foncer pour que les 60 000 soient très très bien encadrés et qu'ils jouent les rôles pour lesquels ils sont retenus comme réserve de l'armée. Alors, ceux qui font le banditisme, n'apprêtons pas le langage de les appeler des Ouazalendo. Donc ça, je voulais préciser, mais revenons au sujet du jour en disant que la proposition du gouverneur, nous voulons bien la comprendre dans les fonds et dans les chiffres. Parce que le gouverneur a fait beaucoup de promesses, beaucoup de promesses, jusqu'au point où les gens ont commencé à l'appeler, à tort ou à raison, Magoufouli. Mais j'espère qu'il comprend ce que ça signifie. Lui, le gouverneur, j'espère qu'il comprend qu'on l'appelle Magoufouli, ce que ça signifie. Parce que ces Magoufouli-là, c'est un symbole, c'est un patrimoine africain, une référence, un modèle africain sur lequel
tout le monde pense qu'il faut avoir quelqu'un comme celui-là pour résoudre les problèmes des populations congolaises. Alors, Et donc, Adrien Zawadi, est-ce que la population peut savoir, maintenant que le gouverneur a déposé son projet des budgets, la LOFIP, disons-le ainsi, 2025, quelles sont les procédures à suivre maintenant qu'il a déposé? Après combien de temps l'Assemblée nationale devrait en principe se réunir pour évaluer, plutôt l'Assemblée provinciale? Je pense, si j'ai bonne mémoire, c'est entre 8 jours et 15, si j'ai bonne mémoire, du temps que les députés provinciaux puissent s'enquérir du fond, du contenu de cette proposition, et puis rappeler le gouverneur pour la défense, pour des questions, et à l'occasion voter la proposition, voter les budgets qui devient une loi, un édit en province. Donc je crois que si j'ai bonne mémoire, je dois revoir mes lectures, mais je crois que c'est entre 8 jours ou 15 jours pour lire ça. Je crois que c'est 8 jours pratiquement pour lire, et après le gouverneur doit revenir. Mais cette procédure, c'est pas ce qui nous intéresse. J'espère que nous avons aussi des députés qui seront à la hauteur de rentrer dans le fond de ce document-là, parce que le plus grand problème, c'est celui-là. C'est un document très volumineux, qui demande de la solidité, qui demande de la concentration, et qui demande un niveau de compréhension. Alors, je demande à nos députés, avec tous leurs assistants, vraiment de s'y mettre, parce que nous avons une assemblée qui doit changer l'image de cette institution. Nous avons des députés qui ont l'obligation morale et civique et patriotique de changer l'image de cette institution pour que l'image aussi de notre province puisse aussi être changée. Et ça va passer par ceux qui vont voter dans cette proposition-là, les collectifs qui vont mettre dans cette proposition-là en fonction des besoins de leur circonscription électorale. Ne pas faire cela, ne pas tomber dans les comment je vais dire ça, dans l'ordinaire en disant qui sont pour, qui sont contre, on vote sans comprendre ce qu'on a voté ou ce qu'on a rejeté. Ça va avoir de l'impact négatif sur la province demain. Et qu'est-ce que vous pensez, Adrien Zawadi? Quelles peuvent être bien les priorités de la population du Sud Kivu chez le gouverneur Jean-Jacques Porossi? Alors, je crois que finalement, la situation de notre province, on ne peut pas dire qu'il y a des priorités. Il faut commencer quelque part, parce que tout est priorité dans ces pays, dans cette province. Tout est priorité. Regardez nos routes. Moi, j'aurais souhaité, par exemple, je veux dire, moi personnellement, j'aurais souhaité que d'ores et déjà, qu'on puisse ouvrir la route qui mène vers Chabunda. Parce que cette route qui mène vers Chabunda c'est une route de grands enjeux économiques. Et ça va faire que en province ici, nous ayons à manger. La route qui va jusqu'à Bunyakiri, c'est pour moi, ce sont des priorités. Deuxièmement, je voudrais, et j'insiste, je voudrais que les routes secondaires ici, les routes secondaires dans la ville, c'est déjà peut-être pris en charge, mais il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à ça. 3, la sécurité. La sécurité dans tout son sens, la sécurité. Les infrastructures dans les territoires. Parce que parfois nous avons une lecture bornée ici sur la ville ici. On oublie que le gros de la province, c'est pas la ville de Bukavu. La province, ce sont les territoires. Ce sont les territoires. Et donc, je crois que il faut que nous voyons, à la fin du mandat du professeur Jean-Jacques Porossi, que nous voyons une ou des actions dans chaque territoire. Parce qu'il ne faut pas trop embrasser. Parce que comme on dit, qui trop embrasse, mal étreint. Vous allez promettre, vous promettez, et dans la réalisation, vous n'avez rien fait. Vous commencez à vous cacher derrière les actions du gouvernement central, en vous les appropriant. Ce n'est pas normal. Donc, je crois que tout est priorité, mais tout va dépendre de comment il va le faire. Ensuite, moi, jusqu'aujourd'hui, je voudrais bien que les députés nous aident à réduire l'enveloppe salariale qu'on réserve au personnel du gouvernorat. Parce que ces gens-là consomment 55 à 60% du budget de la production de la province. Pour quel travail qu'ils nous font? Pour quel travail qu'ils nous font? Déjà, il faut équilibrer à ce niveau-là. Il faut équilibrer.
et que les fonds qui seront équilibrés puissent être affectés, par exemple, dans les, comment on appelle ça, les fonds de la promotion de l'enseignement en province, dans la fonction publique provinciale. Ça. Et je voudrais vraiment que les budgets... Mais le fonds de la promotion de l'enseignement est payé déjà par chaque élève, non, à hauteur de 1000 francs congolais par élève. Ça ne devrait pas être, ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Je crois, et moi j'insiste, que ces gens-là qui consomment 60% de la production de tous les citoyens du Sud Kivu, et ils produisent quoi? Il faut qu'on rééquilibre les choses. Parce que cette province, c'est aussi un bien public qui appartient à tout le monde. Que chacun gagne en fonction de ce qu'il produit en province. Pas donner de l'argent à une masse de gens qui passent la journée en train de suivre les films sur les écrans, des ordinateurs et ainsi de suite. Donc moi j'ai hâte, j'ai soif de lire cette proposition et j'ai hâte aussi de voir comment nos députés provinciaux, nos chers députés provinciaux vont se prendre par rapport à ça, parce que l'avenir de notre province dépend de ceux qui vont voter dans cette proposition. Alors, Passion Katimbira, vous êtes coordonnateur de la cellule de communication du gouverneur des provinces. La session parlementaire de septembre était lancée le 30 et c'est le 22 novembre finalement que le gouverneur des provinces décide de déposer le projet de l'édit budgétaire 2025. Vous ne pensez pas qu'il a pris quand même trop de temps, le gouverneur? Ah oui, madame. Je voudrais d'abord assurer le président Adrien et l'opinion que la cellule de communication que je coordonne n'a jamais attribué les actions du gouvernement national ou central à son excellence monsieur le gouverneur des provinces. Cette cellule de communication se limite tout simplement à dire... C'est une recommandation, hein? C'est une recommandation, mais dont le fondement n'est pas vérifié. Cette cellule de communication a commencé à porter à la connaissance de l'opinion les infrastructures réalisées par le gouvernement central qui étaient dormants, mais qui ont été accélérées grâce au suivi permanent, régulier et même systématique de son excellence, monsieur le gouverneur de province. Le président Adrien ne va pas me contredire. La RN2, Bukavu Kamanyola, ça a pris des années. Mais c'est seulement avec le professeur Jean-Jacques Pouroussi qu'il a appuyé sur l'accélérateur. Et vous connaissez où on en est aujourd'hui. On en est où aujourd'hui? Oui, il connaît. Non, la route elle est là. Nous savons tous que vous pouvez facilement atteindre Nangézi sans beaucoup de peine désormais. Ça fait déjà combien de kilomètres construits en combien de temps par exemple? En 5 ans, on a fait 2 kilomètres. En 3-4 mois, on en fait plus de 25. 25 kilomètres. Ou plus de 15. Plus de 15. C'est combien de kilomètres 15 ou 25? Non, je vous dis, je ne suis pas sur le terrain maintenant là. Ça a avancé hier. Vous devriez avoir ça. Ça a avancé hier, madame. Mais je vous montre que c'est seulement en 3 mois, le professeur Jean-Jacques Pouroussi a tout fait pour appuyer sur l'accélérateur. À la fois en activant la diplomatie avec ceux qui sont à Kinshasa et ceux qui sont ici, les entreprises d'exécution. Pourquoi les autres ne pouvaient pas faire ça? Vous avez vu Kibonge Ruzizide. Ça a pris plus de 5 ans. Les gens ont ramassé de l'argent, se passe les pétroliers, ainsi de suite. Mais les travaux ont été achevés grâce à la vigilance et au travail de suivi. Au travail de suivi par les professeurs Jean-Jacques Pouroussi. Donc c'est cela, c'est que nous montre. Le dynamisme dans le suivi des projets. Je vous parle du tronçon essence Ruzizide. Le président Adrien en connaît quelque chose. Je sais qu'il est informé à temps et à contre-temps. Ça a pris des années. Les gens ont pris de l'argent, les gens ont ramassé de l'argent sur les pétroliers, se couvrant dans le cadre des PPP. Pendant 5 ans, on ne pouvait pas finir ces petits tronçons-là. Mais Jean-Jacques Pouroussi est venu, il a dit, qu'est-ce que ça? Il a appuyé sur l'accélérateur et ça a évolué. Le pavé ici, ça avait pris beaucoup de temps, madame.
N'est-ce pas, monsieur le président? Non. Les pavés Ça ont avait été pris- lancés avec, à la fin du mandat de Théo Ngwabigé. Les travaux devraient prendre 3 mois, mais c'est à peine qu'on vient d'inaugurer. D'ailleurs, les travaux n'ont pas encore pris fin, Patient Katembera. Et de quelle qualité encore? Le Théo Ngwabigé a été élu député national en quel mois? C'est lui qui a inauguré, n'est-ce pas? C'était en cours d'exercice. Mais aussitôt élu député en décembre, de décembre en juin, ça fait 6 mois. Le gouverneur Pouroussi prend le bateau de commande le 28 juin. Et déjà en octobre, on inaugure, ou en novembre, on inaugure. 3 mois seulement, on suffit. C'est parce qu'il a appuyé sur l'accélérateur. Donc c'est de tout cela dont on a besoin. Les hommes qui viennent... Les pavés n'ont pas pris fin, Patient Katembera. Mais on a... Pourquoi inaugurer les travaux qui n'ont pas pris fin? C'est ça. Par exemple, ça n'a pas pris feu dans quel tronçon, madame? Mais parce que les travaux continuent sur la route de la dites-moi l'axe qui a été inauguré, dans lequel on a inauguré les travaux, donc la fin des travaux, alors que ces derniers n'ont pas encore pris Est-ce feu. que vous êtes passé vers la mairie? Ndender. Est-ce que vous avez vu? Vous ne voyez pas que les travaux évoluent? Tout le monde voit, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas... Vers l'ISP, les travaux sont toujours en cours, n'est-ce pas, Patient Katembera? Mais madame, je voudrais vous informer qu'il existe ce qu'on appelle la première étape. Ah, d'accord. C'est un projet. Ok. Monsieur le Président Adrien, vous connaissez comment on exécute le projet. C'est étape par étape, non? Il existe Donc, des on a étapes. inauguré les La étapes. première étape de ces travaux a pris fin. Vous avez inauguré. Ah oui, parce que ce qui était prévu a été fait. Ah, Ok, d'accord. Ah oui, ce qui avait été prévu a été effectivement exécuté. On ne pouvait pas aussi faire que ce qui était prévu. Donc je voudrais que vous soyez rassurés, monsieur le Président, que cette cellule de communication n'a jamais attribué justement au professeur Jean-Jacques Pouroussi ce qu'il n'a pas réalisé. Mais la cellule de communication a toujours salué sa bravoure sur le terrain, la détermination, le suivi avec lequel il s'implique dans l'exécution des projets et l'activation des relations diplomatiques avec le niveau central afin que les travaux évoluent bien. Parce qu'en fait de compte, l'évolution des travaux en province dépend aussi de la crédibilité du gouverneur des provinces. Si on n'a pas confiance en vous, on ne peut pas continuer à financer les travaux. Mais si on a confiance en vous, on finance et vous devez fournir un effort pour que ces travaux évoluent normalement bien. Alors, donc, parlons c'est un travail du projet de l'édit pour nous, c'est déposé. pour nous, c'est un le travail. gouverneur dépose finalement à la fin du mois de novembre. Oui. Un peu de retard, Patient Katembera. Madame, il fallait consulter la loi. Est-ce qu'il est dans le délai ou pas? Je crois qu'il est dans le délai. Connaissez-vous une autre province, en tout cas, qui a déjà déposé le budget? Il y a déjà 2 points. Parce que la loi, sur combien? Sur 26. Ça signifie qu'on est dans le délai. En fait, vous avez parlé du 30 septembre, l'ouverture de la session parlementaire budgétairement, donc une session essentiellement budgétaire. Un instant, on va prendre cet appel, s'il vous plaît, Patient Katembera. Oui, allô? Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Vous êtes en direct de la radio Sven. C'est Fidel Kaserek à partir de Caral. Oui, merci de vous éloigner de votre radio, s'il vous plaît. Je voudrais demander à ce monsieur, ils vont inaugurer combien de fois pour terminer le projet? Vous voulez demander à qui? À celui qui a déjà inauguré une partie du travail qu'ils ont effectué. À Patient Katembera, le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernorat. Merci de vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Il y a écho ici. Ah non. Alors, j'aimerais demander aux auditeurs, quand ils nous appellent, de s'éloigner de leur poste récepteur. Patient Katembera, allez-y. Oui, madame. Donc, j'étais en train de dire que j'ai suivi avec intérêt, effectivement, l'intervention du président Adrien. Et il peut avoir raison, il peut ne pas avoir raison, mais je suis d'accord qu'il s'agit de la continuité des services publics. Mais il fallait savoir dans quel état le gouverneur des provinces, parce qu'il a parlé de promesses, il fallait savoir dans quel état le gouverneur des provinces a rencontré les choses. Parce que, effectivement, quand tu battais campagne, lui avait confiance
que les affaires de l'État se faisaient convenablement ou que quand même il ne pouvait pas rencontrer ce qu'il a rencontré. Mais aussitôt, qu'est-ce qu'il a rencontré? Vous avez trouvé que lui-même a prouvé que les caisses de l'État étaient en train de souhaiter. Il y avait une mobilisation des recettes qui n'arrivaient pas dans les comptes de l'État à destination. Et c'est pour ça qu'il a pris de toutes premières mesures de mettre hors d'état de nuire tous ceux-là qui volatilisaient l'argent de l'État dans leur propre poche. Il a pris des mesures pour qu'ils puissent renforcer le recouvrement et l'encadrement des recettes. Pas plus tard que la fois passée, nous avons appris que pour payer les agents de l'État, il fallait que l'on fasse recours à des découvertes bancaires. Désormais, avec Jean-Jacques Pouroussi, on peut aisément payer les agents de l'État et tout autre problème est résolu grâce aux recettes localement mobilisées et bien sûr avec la rétrocession entre guillemets qui est déjà arrivée par 2 fois. Et donc aujourd'hui, avec vous confirmez à la population que la rétrocession est arrivée par 2 fois. Oui, je confirme. C'était quand? La rétrocession, elle était arrivée aussitôt un mois après l'installation du gouverneur Pouroussi. La rétrocession, donc, au mois de juillet. La rétrocession est arrivée il y a de cela 2 semaines. Ok. Moi, je vous le confirme. Donc au mois de novembre. Ça ne doit pas être effectivement, ça ne doit pas être un secret de polichinelle. Parce que la population doit connaître ce qui se passe. Les autres cacheurs, ils avaient honte de dire que l'argent est arrivé. Mais le gouverneur vous n'avez pas dit les montants, vous avez seulement dit que la rétrocession est arrivée. Vous ne pensez pas que c'est la même chose que les autres patients Katembera? C'est pas la même chose déjà. La population a peut-être besoin de savoir la rétrocession est arrivée. S'il vous plaît, madame. Mais à hauteur de combien? S'il vous plaît, madame, il faut aussi éviter des détails. Parce qu'il y a des détails qui peuvent tromper. Le principe est acquis, la rétrocession, elle est là. Si la population a besoin de chiffres, tout celui qui a besoin de chiffres, il arrive. Le fait d'abord d'annoncer qu'elle est là peut attirer la curiosité. C'est pour attirer la curiosité de tout le monde. On ne va pas vous dire que la rétrocession n'est pas arrivée. S'il vous plaît. Et donc, on parle du budget. La transparence exige que les autorités compétentes publient ce qu'ils reçoivent. C'est tout à fait logique, non? Pourquoi vous pensez qu'on ne devrait pas connaître les montants qui est arrivé? J'avais, la fois passée, lorsqu'elle était arrivée pour la toute première fois, j'avais annoncé aux populations de la province du Sud-Kivu que c'était au-delà de 356 000 $. Et je ne crois pas que l'enveloppe ait baissé, parce qu'on n'a pas quitté la logique. Ça ne peut pas aller en tout cas en dessous, mais ça peut juste aller au-delà, juste à quelques différences près. C'est pas moins de 350 000 $. Merci beaucoup. Mais effectivement, Jean-Jacques Pouroussi, c'est un professeur. Effectivement, il est censé faire la différence. Effectivement, le gouverneur rétrocède aussi aux entités territoriales décentralisées. Et pour une fois dans l'histoire de notre province, il a subventionné, à travers cette rétrocession et les recettes locales, il a subventionné les territoires. Les territoires ont déjà reçu au moins 4 territoires par rapport à ce qui était prévu. S'il vous plaît, patient Katembera. Oui, allô? 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 La connexion n'est pas bonne, hein? Allez-y, faites un effort de chuter, patient Katembera. Oui, donc je disais que c'est pas un secret, donc tout le monde doit savoir ce qui se passe. Il s'agit de l'argent du peuple congolais, on ne doit rien cacher. Ça permet un contrôle citoyen efficace. Un contrôle citoyen réfléchi et non le fait de donc on doit permettre aux Congolais de connaître ce qui se passe et parce que c'est pas un secret. Donc le budget a été déposé, donc pas le budget mais la proposition de l'édit budgétaire pour l'exercice 2025 a été déposée hier, comme vous l'avez si bien dit, et ce projet de budget équilibré en recettes comme en dépenses est de 756 milliards 326 400 000 francs congolais avec un taux d'accroissement de 38,8% comparativement au budget de 2024. Ce budget met l'accent sur plusieurs priorités, notamment le développement durable, la santé, l'éducation et les infrastructures, afin de répondre aux défis majeurs auxquels est confrontée notre province, le Sud-Kivu. Et donc c'est un budget effectivement qui répond également aux besoins de la sécurité parce qu'aujourd'hui il est impossible de réaliser le développement sans la sécurité. La sécurité c'est d'ailleurs le deuxième
le deuxième lot du développement. Ce budget prévoit des investissements dans la numérisation, la bancarisation et la facilitation fiscale par la mise en place d'un guichet unique. Ces réformes visent la maximisation des recettes de la province tout en luttant contre la fraude et la corruption fiscale. Donc, c'est un budget qui répond en tout cas au programme ambitieux du gouverneur Jean-Jacques Est-ce que vous Proust. pouvez répéter le montant à la population qui vous suit? Vous avez parlé des 756 milliards de francs congolais. Je parlais de 756 milliards 326 millions 400 000 francs congolais. Merci beaucoup. J'ai aussi mentionné le fait que ce budget connaît un taux d'accroissement à hauteur de 38,8% comparativement au budget de 2024. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que la population a suivi. Ça, c'est un élément de plus parce que hier, lors du dépôt de ces projets dédits budgétaires 2025, il n'a pas été fait mention de ces prix-là. Merci beaucoup parce qu'on n'estime pas que cela devrait être un secret, n'est-ce pas? Nous allons prendre cette fois-là les idées. Le gouverneur des provinces a déposé son projet dédit budgétaire 2025. Vous avez suivi Patient Katembera qui a donné un élément évalué à plus de 756 milliards de francs congolais. C'est quand même bien, n'est-ce pas? Merci pour la parole. Ça peut être bien. Je ne sais pas. Il faut... Vous savez, le budget, c'est une loi, c'est une prévision. Alors, il faut mobiliser cet argent-là. Donc, il y a publier le budget, c'est une chose. Mobiliser ce budget-là, c'est une autre chose. Appliquer, c'est une troisième chose. Et nous avons l'expérience des budgets. Tout comme Soumino aussi a déposé, Ngwabidje avait déposé. Donc, nous sommes habitués aux différents dépôts des budgets dans différentes assemblées. Vous avez suivi au niveau national la reddition des comptes quand on a débattu. Mais les budgets, on ne considère même pas ça. Donc, le travail des députés n'a jamais été pris en compte par l'exécutif. Non, on sabote ça. Nous avons suivi, c'est bien de déposer un budget équilibré avec accroissement. C'est bien. Mais maintenant, les députés vont analyser. Ils vont faire des recommandations. Ils vont faire des amendements. Ce sont les députés qui sont les autorités budgétaires. Ce n'est pas le gouvernement. Et ils vont dire, nous vous renvoyons ces budgets pour augmenter cette enveloppe, pour augmenter telle rubrique, diminuer telle rubrique. C'est ça le travail des députés. Et après, il faut appliquer maintenant le budget. D'abord, il faut avoir ces moyens, parce que c'est encore une prévision budgétaire. Il faut avoir ces moyens. Et après, il faut appliquer en respectant la chaîne de la dépense, en respectant chaque rubrique. C'est ça qu'il faut. Mais nous sommes habitués de constater que nous assistons à un jeu de théâtre à l'Assemblée nationale, de folklore. Le gouverneur a déposé les projets de dits budgétaires, les députés ont voté ça à l'unanimité, et le gouverneur va promulguer. Mais après, lorsqu'il faut exécuter les budgets, le gouverneur fait ce qu'il veut. Il ne suit plus. Mais que faut-il faire? Que faut-il que le gouvernement provincial fasse pour que le gouverneur n'aille pas à l'encontre de ce qu'a proposé plutôt les députés? Et c'est ce que nous demandons. Il faut que chaque personne fasse son travail. Chaque institution fasse son travail comme il faut. Dès lors que le gouverneur et même la Constitution reconnaît que l'autorité budgétaire de la province, c'est l'Assemblée provinciale, il faut que les recommandations, les amendements issus à l'issue de l'analyse de la loi budgétaire déposée à l'Assemblée provinciale soient fidèlement exécutés. Et dans les cas contraires, il y a des instruments. Ils ont le pouvoir
Les députés, je parle des députés, ils ont le pouvoir, aussi les devoirs de faire le suivi. C'est ce qu'on appelle contrôle parlementaire. Suivre au pied de la lettre chaque exécution du budget. Et c'est ce qui nous manque. Nos députés ne font pas le contrôle parlementaire. C'est ça le problème. Et pourquoi ils ne font pas d'habitude, souvent ils ne font pas de contrôle parlementaire? Parce que ils pensent qu'ils sont en dessous des ministres. Ils pensent qu'ils sont en dessous du gouvernement. Kamer, là où il est, dans sa tête, il croit qu'il est en dessous des Souminois. Nos députés provinciaux ici pensent qu'ils ne sont pas préséants. Pourquoi? Parce que c'est le gouverneur qui paye les députés. Et voilà pourquoi ils ne parviennent pas à faire le contrôle parlementaire comme il se doit. Il y a aussi un problème de manque de séparation de pouvoir. Chaque fois, il y a l'immixtion de l'exécutif sur le législatif. Merci beaucoup. Nous voulons qu'on respecte la Constitution. Vous avez parlé de rétrocession et vous bombez la torse qu'il y a eu rétrocession. Est-ce que la Constitution parle de rétrocession? Est-ce que, montre-moi là où la Constitution parle de rétrocession. Je bien dit entre guillemets. Il ne s'agirait dans des conditions normales. Il ne s'agirait pas de rétrocession. Il s'agit, selon l'esprit de la Constitution, de retenir à la source. Mais pourquoi, si nous avons un professeur d'université à la tête, pourquoi il ne retient pas à la source? Bon, dites-moi. Pourquoi jusque-là aucun gouverneur retient? Moi, si je suis aujourd'hui gouverneur, je retiens à la source. Directement. Mais eux, ils ne veulent pas retenir à la source parce qu'ils risquent de perdre leur poste. Donc pour eux, ils sont là pour la vie de leurs enfants, pour leur ventre. Ils ne sont pas là pour la province, ils ne sont pas là pour le pays. Alors, de peur de ne pas perdre mon poste, je ne retiens pas à la source. Faites de moi gouverneur de cette province, de l'endroit je retiens à la source. Comme ça, je vais voir comment on va me chasser. Merci beaucoup. Alors, disons à la population que si on fait les calculs, 756 milliards, 326 millions 400 000 francs congolais, divisé par 2800, ça donne une enveloppe de 270 millions 116 571 dollars américains comme enveloppe du projet des dits budgétaires 2025 du gouverneur Jean-Jacques Bourroussi. Adrien Zawadi, nous allons accorder 1 minute à chaque invité pour passer un message à la population par rapport aux 2 sujets de la journée d'aujourd'hui. Alors, le seul message que je peux donner à cet instant, c'est de dire que nous, les citoyens congolais, nous devons rester éveillés. Cet argent, ce n'est pas de l'argent qui vient des poches des politiciens. C'est notre argent. Dans tout ce que nous faisons au quotidien, dans nos petites activités, la vente de tourteaux, tout ça, c'est notre argent qu'on va mobiliser pour nous construire. Et donc, nous devons rester éveillés et suivre au quotidien ce que fait cet argent-là. Ce n'est pas de l'argent que nous donnons pour garnir les poches de gens qui passent des journées en train de poireauter dans les bureaux au gouvernorat, mais c'est de l'argent qui doit construire nos routes pour que le riz qui planté à Chabunda puisse nous arriver ici. C'est de l'argent qui doit mettre sur la route pour que les paysans nos paysans qui sont dans les fins fonds de notre province puissent aussi vivre comme des citoyens. Parce que madame, je voudrais dire ici que nous avons donné la parole à tout le monde dans ces pays, sauf aux paysans. Il faut que ces budgets-là puissent toucher la vie de nos paysans dans nos territoires. Merci beaucoup. Passion Katembera. Oui, madame, je voudrais préciser que vous l'avez dit, mais le taux qui a été considéré, c'est un taux comme nous le connaissons tous. Ce budget a été considéré au taux de 2954,4. Okay. Et ce taux n'est pas venu de la province, c'est le macroéconomique du pays. Donc c'est chaque fois quand on élabore un budget dans la province, c'est à Kinshasa que s'il te plaît, le taux vient de Kinshasa par rapport aux études macroéconomiques. Okay. Donc si on tient compte de ce qui a été fait, de ces taux-là, ce budget est de 265 millions de dollars pour l'année 2025. Okay. Et nous devons reconnaître que les recettes, parce qu'on doit tenir compte des recettes propres, effectivement, de ce que l'on appelle, comme je l'ai dit, entre guillemets, la rétrocession, qui aurait dû être la retenue à la source, mais qui, malheureusement, n'arrive pas régulièrement. Nous fustigeons cela. C'est pas parce que nous
nous sommes au pouvoir que nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas normal que ce qui aurait dû être retenu mensuellement nous soit renvoyé comme rétrocession et malheureusement ça n'arrive pas souvent. Mais puisqu'on en parle, Patient Katembera, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Pourquoi le gouverneur ne peut-il pas retenir directement à la source avant que le butin à Kinshasa? Retenir à la source signifie accéder au compte du pouvoir central. Okay. Parce que ceux qui payent, il y a des taxes qui sont directement payées à la nationales. Oui, à la DGRAD, à la DGI, directement dans le compte du pouvoir central, dans le compte du gouvernement national. Le gouverneur n'a pas accès. Oui, il y a des comptes pareils. À la CADECO, il y en a. Parce que la source. Oui, ça fait accéder à ces comptes-là. Effectivement, on aurait dit, au nom de la décentralisation, avoir des comptes au niveau provincial qui puissent recevoir ces recettes concomitamment partageables entre le pouvoir central et les provinces. Ces comptes auraient dû exister, mais ils n'ont jamais existé. Okay. C'est là la grande difficulté, au fait. Donc je demande au peuple congolais, c'est aussi de Kivussier, de continuer à faire confiance au gouverneur Jean-Jacques Prousse Sadiki. Et nous devons réaliste, d'un budget qui puisse permettre au gouvernement provincial actuel de matérialiser les programmes d'action sur base duquel il a été investi à l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup, Tchikourou Moudossa. Moi, je pense que vous avez parlé de combien de millions de dollars? 260 millions. Mais le gouverneur venait de nommer un cabinet de plus de 400 personnes. Sans compter, donc nous risquons de voir la moitié de ce budget c'est terminé. 400 ou 259? Non, le cabinet a lui-même peut-être une centaine de personnes. Mais le total de l'ordonnance de l'arrêté qu'il a signé nomme plus de 350 personnes. Antifraude, moi j'ai suivi. Antifraude, à la DPMR, plus de 300 personnes ont été nommées par le gouverneur de province. Pour quel budget? Pour un budget de 260 millions de dollars. Vous faites le pléthore dans votre cabinet, vous nous amenez un budget de 260 millions et plus de la moitié va encore servir pour payer vos fonctionnaires. Et il n'y aura pas de budget d'investissement. La province va se construire comment? Et c'est à ce moment-là que le gouverneur doit dire, moi j'attends la rétrocession n'arrive pas, mais le peu que la province mobilise pouvait faire quelque chose. Qu'est-ce qui empêcherait le gouverneur de nommer 20-30 personnes autour de lui? Point barre. Pourquoi charger toute la province, surcharger la province avec des pléthores, des amis, des gens qui viennent de la Belgique, il y a même des Belges au niveau du gouvernorat des provinces. Ça, c'est vous qui le dites, hein? Non, il est là, il sait les gens qui ont été nommés. Vous savez, maintenant, c'est la Belgique. Vous savez, vous assurez. Et alors, donc, nous disons, nous encourageons le budget. Bon, s'il est capable, parce que quand on parle, c'est un budget annuel, 260 millions, il mobilise combien chaque mois pour qu'on sache sur 12 mois, il va avoir... Parce qu'il nous a dit qu'il allait mobiliser 5 millions le mois. Si vous faites 5 millions fois 12 mois, ce n'est pas 260 millions. Encore qu'il a été incapable de mobiliser les 5 millions qu'il a promis. Et donc, je ne crois pas vraiment que ce budget est réaliste. Je n'y crois vraiment pas. Ça, c'est un. Par rapport au premier sujet, nous avons dit, nous avons demandé qu'il y ait une cohésion. Cette guerre que nous subissons injustement, à l'extérieur et à l'interne, nous combattons. La Bible dit, aucun royaume un royaume divisé ne peut jamais gagner une guerre. Voilà pourquoi nous avons demandé qu'il y ait une cohésion nationale autour de cette guerre. Pas pour se partager des postes. Faites un rappel au dialogue. Oui, pas nécessairement le dialogue. Un mécanisme pour qu'il y ait cohésion. Dans quel cadre un mécanisme. On avait demandé qu'il y ait un mécanisme pour renforcer la cohésion nationale. Et par quel mécanisme si ce n'est que par le dialogue? Oui, mais que tous les Congolais se mettent ensemble, pour se regarder en face pour trois choses: vérité, réconciliation et cohésion nationale.
Et quand nous avons demandé ça, les gens ont pensé que nous sommes en train à la recherche des postes, ce qui n'est pas vrai. Faux. Merci beaucoup. Ce qui est tout à fait faux. Est-ce que vous avez déjà vu un dialogue en République démocratique du Congo qui n'a pas été clôturé par le partage des gâteaux les termes de référence de la République démocratique du Congo? Ça dépend des termes de référence. Ça serait le premier. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, nous allons lire les messages 09 92 93 82 16 084 30 35 225. Est-ce que c'est la Constitution qui bloque les chefs de l'État de ne pas récupérer Bunagana, Massissi et autres milieux occupés par les rebelles? Safari Abdul, toujours depuis Kadoutou. Un autre message qui dit: bonjour Sven, c'est Ghislain depuis Nyawera. Si le gouverneur Pouroussi aime le Sud Kivu, pavé, Baende Angalia Sichambo Alitiaka Puolo. Merci beaucoup. Adrien Zawadi, je rappelle que vous êtes membre de la société civile, président honoraire du bureau de coordination. C'était un plaisir de vous avoir dans ces studios. Merci pour tout le travail que vous abattez. Passion Katembera, vous êtes coordonnateur de la cellule de communication du gouverneur des provinces. C'était un plaisir de vous avoir dans ces studios. Un plaisir partagé, madame, mais je voudrais corriger quelque chose parce que être opposant ne signifie pas mentir. Le gouverneur des provinces a nommé un personnel, il a parlé de 300 personnes. Moi, j'ai un arrêté où le gouverneur des provinces a nommé 7 chefs de division et un autre sur lequel il a nommé le directeur et le directeur adjoint. Ça fait 8 personnes. L'antifraude, j'ai l'arrêté ici, madame, vous pouvez le lire. C'est 2 personnes. S'il vous plaît, monsieur, il ne faut pas mentir. S'il te plaît. Cette personne, alors qu'il avait rencontré précision Chikuru Mudo, ça ne faut pas mentir. Il faut venir avec des arguments. Les arrêtés sont positivement à notre invitation. Madame, c'est moi qui vous remercie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Continuez à suivre la radio Sven sur 89.3 MHz, www.svenmedia.info. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end chez vous.